Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, épisode numéro 15. En ce 15 avril 2024. Alors, il me fait plaisir d'être en votre compagnie en direct des magnifiques studios de Nous TV, Le Fjord. Encore une fois, je vous rappelle les façons de nous écouter en direct, évidemment, à Nous TV, Le Fjord, ou également sur notre page Facebook, en Facebook Live, Par la bande, au podcast Par la bande. Également, c'est disponible pour les gens, les abonnés de Nous TV, autant au Bas-Saguenay que nos amis du Lac-Saint-Jean. Consultez vos récepteurs pour les rediffusions. C'est toujours disponible à quelques occasions durant la semaine. Alors, ce soir, ça va être une émission qui va être, on l'espère encore une fois, très bien remplie. Je vous présente immédiatement mes co-animateurs et également une nouveauté aujourd'hui. Nous allons avoir un invité avec nous, mais il va passer l'émission complète avec nous. Je vous le présente dans quelques instants. Tout d'abord, mes co-animateurs, Marco Wood. Bonsoir, Marco. Comment ça va? Jeff, ça va bien, toi? Bonne humeur? Très bonne humeur. Excellent. Hey, vous êtes-vous remis de votre décalage horaire, vous autres? Tout le monde, en fin de semaine, m'a demandé j'étais revenu quand du Cap-Breton. Ah oui? C'est vrai? Tout le monde nous pensait, oui, avec nos photos, le monde nous pensait vraiment là. Il y a quelqu'un qui m'a dit être revenu quand? Revenu quand de où? En tout cas, du Cap-Breton. En tout cas, ceux qui sont allés, je ne sais pas s'ils sont venus parce que c'est tout un périple. C'est une longue route pour pas voir de but, finalement. Oui, effectivement. C'est vrai, en plus. Ben, c'est ça. C'est le sport. On peut saluer notre ami Sylvain. Oui, absolument. Absolument. On va y revenir tout à l'heure. Ah ouais, courageux, oui. Luc Boudreau, comment ça va? Salut les gars. En forme? Oui, ça va bien. Changement. Oui. On n'a plus de micro à soir, là, les gars. Ceux qui nous regardent, qui nous voient en vidéo, vous voyez qu'on n'a pas nos micros habituels. Donc, un test ce soir avec des micros plus petit format, effectivement. Et je vous présente immédiatement notre invité pour la durée de l'émission. C'est notre ami Dave Hensley du Quotidien. Salut messieurs, puis je suis très content. Je suis pas allé à Cap-Breton non plus. Jonathan Hudon l'a fait pour le Quotidien en place. Donc, en avion, non, moi, juste en avion. Ah oui, en avion. Il a attendu la bonne fois pour y aller, c'est ça, hein? C'est quand même mieux en avion. T'es un peu opportuniste. Mais toi, Dave, justement, parce qu'on sait que tu as couvert les Sags de nombreuses années, est-ce que c'est... habituellement, tu y allais là, sur la route. Normalement, le Quotidien vous désigne... Oui, c'est en série. Le Quotidien toujours délégué à quelqu'un. J'ai été chanceux, là. 2 fois Cap-Breton, 2 fois Moncton. Les Maritimes étaient... Mais c'est super beau, là, les Maritimes, pour vrai. C'est une belle place. Saint-Jean, ça avait été un coup de cœur. J'ai pas eu la chance de faire Halifax, mais j'aurais beaucoup aimé. C'est sûr que tu vas à Québec en série, tu reviens, tu recouches le soir, mais quand tu vas jouer une longue série dans les Maritimes, donc ta semaine et demie que tu es là-dedans, si ça va en 6 ou en 7, tu es vraiment dedans alors que tu couches jamais chez toi. Là. Ça a un charme peut-être là, que c'est différent quand tu joues à Québec ou Bécomo. Effectivement. J'imagine qu'on doit sentir le feeling aussi de l'équipe parce qu'on est proche de l'équipe. Oui, parce qu'on a la chance là, quand même, là, je dis les journalistes, là, parce que vers la fin, il y en a tout le temps plus qu'un, mais souvent, en fin d'année, j'avais l'occasion d'y être là, à partir peut-être le dernier mois, plus les séries éliminatoires. On est super bien reçus avec les Saguenay. Vraiment, c'est une équipe là, qui a de la classe qui sait recevoir. Traiter les journalistes. Puis, je disais souvent, par rapport, t'aimerais ça couvrir le Canadien puis tout ça, mais des fois, le Canadien, t'es loin de l'action, t'es sur la galerie de presse. Puis c'est vrai que t'es loin de la glace, mais dans le junior, pendant le morning skate le matin, t'es sur le banc. Puis, ça a un charme, là, peut-être que tu retrouves pas dans un circuit professionnel, comme tu crois que c'est le plus difficile d'avoir. Là. Effectivement. Puis la raison pourquoi que Dave est avec nous, parce que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va vous parler dans cette émission, la présente émission. Dave est là parce que Dave, évidemment, suit énormément le hockey, autant sur la scène locale que sur la scène professionnelle. Et pourquoi je vous dis ça? On va parler tout d'abord dans le premier bloc. On va évidemment parler des Saguenayens qui sont actuellement face au Cap-Breton en série. Donc, au moment où on se parle, pour ceux qui nous écoutent en différé, vous savez qu'on enregistre le lundi. C'est 2-0 dans la série actuellement pour les Eagles du Cap-Breton. Donc, on va y revenir sur cette série-là, évidemment. On va parler également des Marquis
qui, eux aussi, sont en éliminatoire dans une série là, très émotive, très enlevante. C'est actuellement 2-2 dans cette série-là face à Thetford Mines. On va y revenir tantôt. On va également parler de la Coupe Chevrolet tantôt. C'était le volet féminin dans la fin de semaine qui vient de se passer. On a eu des belles performances de nos équipes. On va en parler également en détail. Par la suite, dans le deuxième bloc, on a décidé aujourd'hui de vous parler parce que, vous savez, là, je ne sais pas si on l'a dit la semaine passée, je crois que oui. Il nous reste 3 émissions dans la saison, incluant celle de ce soir. Donc, on a cru bon de vous parler du Canadien, faire un petit peu notre bilan, là, toutes sortes de points par rapport au Canadien, parce que la saison se termine demain du côté du Canadien, donc mardi. Et nous, notre prochaine émission est seulement dans 2 semaines. Donc, puis on a d'autres invités là, pour vous dans 2 semaines. Donc, on va le faire ce soir. Et également, par la suite, on va parler dans le 3e bloc également de la LNH, mais sur un volet davantage de la Ligue, parce que les séries, ça va débuter en fin de semaine prochaine, la saison qui se termine jeudi, mais on a déjà une bonne idée de tout ce qui va se passer. Donc, c'est un petit peu le plan de l'émission de ce soir, et c'est pour ça que Dave est avec nous. On va intervenir tous les 4 sur tous ces sujets-là. Donc, messieurs, on va y aller tout de suite avec les SAG, parce que, évidemment, on a déjà débuté là-dessus. Puis moi, j'aimerais savoir, peut-être, commencer par peu importe lequel d'entre vous, mais vous avez certainement lu toutes nos prédictions qui étaient sur notre page également, dans le quotidien avec Joe, parce que je pense que la prédiction de Dave également était de différents intervenants là, dans les deux médias. Là, on avait différents intervenants et c'était beaucoup plus partagé, les gars, que dans la première série. Et on commence à comprendre pourquoi avec le Cap-Breton qui donne pas grand-chose actuellement. Hudson vient de scorer, les gars. Et tu sais. Ah ben. Dis pas ça, là, le monde va se déconnecter. Non, mais on est là pour vous dire. C'est comme une alerte. Attire l'attention. C'est ma fille qui vient de me Là, texter. on va rappeler aux gens que Ryan Pellig a juste scoré 4 buts son premier match. OK, on peut faire la pause. On va se calmer avec Lane. Excusez, je voulais pas vous couper, mais... Non, c'est correct. Non, mais peut-être, Marco, écoute, je sais que toi, t'as visionné les matchs comme il faut, là-bas au Cap-Breton. C'est ce que je veux dire, au niveau défensif, là, je pense qu'on a un autre genre d'équipe. Moi, c'est ce que j'envisageais. Oui. Ce qu'on m'a dit, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe qui place le puck, qui va faire travailler les défenseurs. Nos jeunes défenseurs sont mobiles, mais ils sont jeunes, justement. C'était évident que c'est ce jeu-là qu'on allait jouer. Ça joue sur la petite glace, puis malheureusement, les Sags n'ont pas réussi à rentrer à l'intérieur des points pour prendre de bonnes shots. Malgré ça, j'ai vu une stats là, que, honnêtement, même après le premier match, les lancers de qualité étaient en faveur des Sags. Les chances de marquer au plus en faveur des Sags. Mais tu sais, je veux dire, le premier match, les gars, c'est 0-7 en powerplay. S'il y a une chose que les Sags devaient faire, c'est de continuer de garder le rythme qu'ils ont installé en première ronde en marquant en powerplay, leur pain et leur beurre, en quelque sorte, puis ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, c'était évident, sur la game serrée, si on veut, c'était évident que le Cap-Breton, chez eux, c'est un peu ce que j'envisageais. J'envisageais une série de homers où les Sags auraient de la misère à jouer là-bas. Puis ce que les Sags doivent faire, c'est prendre avantage des grandes. On me dit qu'il n'y a pas scoré, il y a une pause. Ah bon? Mais Luc, je te cède la parole, mais justement, je veux juste faire du pouce sur ce que Marco dit, parce que moi, dans mes commentaires de ce que j'ai marqué dans la prédiction, moi, je m'attendais à ce qu'on soit plus discipliné du côté du Cap-Breton, justement à cause de l'avantage numérique des Sags. Mais regarde, on a continué à être indiscipliné, mais là, on n'en a pas profité. Puis de l'autre côté, je pense que c'était quoi, 2-2 ou 2-3 dans le premier match pour le Cap-Breton à l'avantage numérique? 2-2. 2-2. Je te le confirme, c'est la chose que au total. On dit qu'on veut jouer au-dessus de 100, puis là, ça donnait 200. C'est ça. Quand même, pas pire. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier que... Vas-y, mais les Sags ont eu deux powerplays en première, plus dans la deuxième moitié de la première, là. 2 avantages numériques dans lesquels ils ont eu quelques bonnes chances. Puis, mine de rien, s'ils avaient marqué, ça aurait pu être un tout autre match. Ça aurait pu donner le ton à la série différemment. Mais, somme toute, là, ils n'ont pas été déclassés. Là. Non. Pas du tout. Lancé 34-25, peut-être un peu, mais ils n'ont pas eu l'air fous, aucunement. Puis, ça laisse présager. Mais n'oublie pas que le Cap-Breton a le dernier changement. Donc, est-ce que je suis surpris de l'allure de la série jusqu'à maintenant? Non, parce que j'avais dit, je pense que Cap-Breton, c'est une équipe qui
qui est pesante. C'est une équipe qui est vraiment sous-estimée. C'est une équipe qu'on connaît pas. C'est un peu comme Charlottetown. T'sais, on voit beaucoup dans les Maritimes, on voyait beaucoup Moncton, Halifax. C'était beaucoup les deux équipes qu'on voyait. Mais je pense qu'à Breton, c'est une équipe qui était bâtie pour les séries. C'est une équipe que... je pense qu'on allait contre Bécomo demain matin, puis ils vont en avoir plein les bras, là, le Dracard. Puis, mais est-ce que je suis surpris de l'allure de la série? Absolument pas. Mais d'un autre côté, est-ce que les Sags ont été déclassés? Absolument pas non plus. Tu regardes le match, il y a un but refusé dans le match numéro 2. On peut en jaser jusqu'à demain matin. Était-tu bon, était-tu pas bon? Le troisième but de Cap-Breton dans le premier match, était-tu bon, était-tu pas bon? Moi, honnêtement, je pensais que le but de Cap-Breton était pas bon, le but des Sags était bon. Tu sais, là, rendu là, c'est une série qui est très serrée, là. Mais les Sags, effectivement, sont très jeunes. C'est une équipe qui... tu regardes l'avantage numérique, Guité, Massé, t'as Wang, t'as Desruisseaux. Il y a pas je pense que tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe dans cette série-là. C'est parce que peut-être qu'à Breton a un petit peu plus d'expérience, un petit peu capable d'avoir un petit peu plus de confiance, d'aller au filet avec un petit peu plus de confiance. Puis c'est ça qu'on a fait. Mais est-ce que les Sags ont eu aucune chance dans ces deux premiers matchs-là? Je pense que non. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, par exemple, dans le match numéro 2. Puis je l'ai dit en regardant, j'ai dit, crime, la glace, ça a l'air petite. Je trouvais, on aurait dit que les Sags jouaient à Rouyn-Noranda parce que les gars de Bécomo, pas les gars de Bécomo, mais les gars du Cap-Breton, c'est des gros bonhommes, puis ils coupent vraiment l'espace là, au Saguenay, puis ils réussissent vraiment d'une façon. Puis surtout que le caméraman, une couple de fois, a zoomé pas mal. Là, la glace avait l'air vraiment petite. D'ailleurs, j'ai regardé ça parce que souvent on voit des images... aux nouvelles du sport des différentes séries. L'image est vraiment bonne de là-bas. East Link, c'est vraiment une belle qualité d'image. J'ai été surpris, moi, d'ailleurs, sur qu'est-ce que ça donne, parce que en saison, là, à l'extérieur, je regardais même pas les matchs. Je prenais pas le temps de m'asseoir et regarder. Souvent, j'écoutais même la radio, puis c'est différents segments. Puis j'étais surpris de voir qu'est-ce que ça donnait, puis au niveau du son aussi, là. Ça coûte très bien. Mais je pense que les gars, là, ce qu'on a remarqué un peu des Saguenay, on était habitués de compter des buts sur des shots dans l'enclave. Là, je pense que contre Cap-Breton, on n'a pas réussi à aller aussi dans l'enclave comme on veut. Il va falloir profiter aussi d'y aller dans l'enclave parce que le gardien, là, on est 3 matchs, les gars, sans compter de buts contre lui parce que le dernier match en saison, on a perdu 3-0 puis c'était lui qui était d'un but. Donc là, on lui donner crédit aussi. Absolument, mais si on va pas au filet... C'est sûr que le lancer de 20 pieds, c'est ça. Rouchia va l'arrêter. Exactement. C'est certain, on l'a vu. Il y a eu un lancer vraiment qu'il n'a pas vu, puis c'est Massé. Il a pogné à barre horizontale, donc il ne devait pas être bien loin d'être capable de l'arrêter non plus. Exactement. Puis c'est un peu, quand on y pense, là, le jeu, le hockey des séries ne se gagne pas nécessairement en avantage numérique avec des chances de marquer wide open, là, comme on dit. Non, mais on a souvent des retours. Moncton, Marco. Moncton a essayé de jouer en avantage numérique où ce qu'on a du talent, puis on va essayer de profiter de notre talent, puis on va shotter n'importe où, puis la patte dans les airs, on shot, puis ça rentre. Mais les Sags ont bloqué des shots. Ils ont été le bâton toujours actif envers les passes puis les tirs des Wildcats. C'est un peu ce qu'il va falloir faire du côté de Cap-Breton aussi. Il va falloir se salir un petit peu plus. Puis rien comme... je suis convaincu qu'on travaille bien, mais il va falloir se salir un petit peu plus, voir aller plus au filet, faire un petit peu de sport. Ce qu'on a vu contre Cap-Breton, c'est une équipe qui a voulu jouer run and gun un peu, qui a voulu jouer le style des Maritimes. Là. On le dit beaucoup, Maritimes, puis ça finit souvent cette scène, les Maritimes. Et les Eagles ne jouent pas ce style de jeu-là du tout. Ils jouent un style qui fit beaucoup avec le hockey qu'on voit au Québec. Mais tu regardes Moncton, ils ont été éliminés en 4, le coach n'est plus là. Il y avait une direction là, qui était qui manquait dans cette équipe-là. Aussi, Dave, là, qui était une équipe offensive. Tu regardes Halifax, c'est un peu ce qui s'est passé également. Puis là, tu regardes Louis Robitaille, vient d'arriver au Cap-Breton, ça fait sa première année, je pense. Première année. Il fait un super job, il était à Gatineau, il était, mais il cherchait en début, ils ont eu un mauvais début. Je pense que c'est ça que les gens... C'était peut-être un peu bizarre, le déroulement de leur saison. Mais c'est bon. C'est une équipe qui a super formé, j'ai l'impression. Au début, oui. Il y a un vieil adage dans le hockey, puis mon Dieu que c'est vrai quand tu regardes ça. Quand des fois, il y a un vieux sage à un moment donné qui me dit, pour prédire des séries, il faut que tu regardes les 10 dernières games de la saison régulière. Puis on dit tout le temps, mais... non, c'est vrai. On le voit, là, les Sags, Cap-Breton.
Écoute, la première moitié de saison, ça n'a aucune importance. Tu regardes une équipe comme Halifax, comme Moncton, qui finissent la saison, Halifax qui finissent dans la controverse, avec des Dumec, on ne sait pas ce qui est rendu. Parce que si tu sors Dumec de l'équation, il y avait encore une très bonne équipe. Oui, là. mais c'est juste que là, c'était tout croche. Exactement. Puis c'est drôle parce que je me rappelle ce que Joe Hudon a dit pas plus tard que la semaine passée. Finalement, on dit le hockey des séries, c'est différent, mais c'est peut-être pas si différent. Parce que les équipes qui sont rentrées dans les séries forts, comme le Cap-Breton... Les Bathurst aussi, qui ont fini la saison en force, même s'ils sont un processus qui t'amène aux séries aussi. Tu sais, ce qu'il faut pas oublier du côté des Sags, c'est que tu as beaucoup de 16-17 ans qui progressent. Le gars de 19 ans, il progresse peut-être pas autant. Fait que le gars de 16-17 ans va aller rattraper beaucoup. Tu sais, Wang, j'ai l'impression, depuis le mois de janvier, tu regardes Alex Wang, tu regardes Guité, ces gars-là se sont rapprochés drôlement des gars de 18-19 ans. Fait que, je pense que les SAG pognent le Cap-Breton actuellement au mois de décembre, il n'y a pas de série. Tu sais, ça se finit en 4 puis on n'en parle pas. Mais là, ils sont capables, ils ont une certaine réponse. Puis peut-être qu'est-ce qui manque, c'est un petit peu ça, c'est l'expérience des séries. Ils vont chercher du bagage. C'est exactement ça qu'ils vont chercher. Ben oui. C'est pour ça que ça serait intéressant, les SAG, de pousser cette série-là. De retourner au Cap-Breton pour les SAG, ça serait honnêtement inestimable comme apprentissage pour la saison prochaine. C'est un match à la fois. Mais si tu perds en 5, en 4, c'est pas grave. La mission est accomplie, puis tu as fait une ronde. Puis je pense qu'il n'y a aucune pression, c'est Saguenay présentement. La pression elle devrait être toute sur le Cap-Breton. Je pense qu'il y a eu un peu, là, parce que tout le monde a mis Cap-Breton. Beaucoup de gens ont mis Cap-Breton. J'ai l'impression que c'était peut-être pas aussi serré que ça aurait, qu'honnêtement, que ça aurait peut-être dû être au début, là. Tu sais, quand on dit, tout le monde a mis Cap-Breton, mais il y en a quand même une couple qui ont mis SAG, mais tout le monde Cap-Breton en 5 ou en 6. Et Cap-Breton, moi, je trouve que c'est une bonne machine de hockey, puis c'est un méchant beau test pour les Saguenay. Tu regardes ce qu'ils ont fait à Rimouski. Rimouski, il avait bien fini l'année. Oui. Tu sais, Jonathan Hudon le disait bien là, dans son texte, il disait, ça aurait été plate que ces deux clubs-là se pognent en première ronde. Effectivement, ça aurait été... vraiment plate pour une de ces deux équipes. C'est l'équipe qui me faisait le plus peur quand c'était serré vers la fin. Puis moi, en première ronde contre Moncton, les gars, on se le cachera pas. Là. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de rondelles qui tournaient en notre faveur. Oui. Tu sais, un gars libre, la rondelle sort bon, abondit le gars. Le gars des Wildcats n'est pas capable de saisir ce bon-là. Ça donnait pas beaucoup de deuxième effort, Marco, du côté de Moncton. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ta chance, tu as bien raison. Alors que là, dans ces deux matchs-là, les Sags, ils n'en ont pas eu de bons favorables. Puis même Yannick, je l'entendais dans notre revue aujourd'hui, Yannick le disait, il était très positif, puis on n'a peut-être pas eu les bons favorables, mais si on continue à travailler et on reste positif en souriant, ça va arriver. Alors, c'est ce que les Sags doivent faire. Il faut qu'ils s'en viennent à la maison et qu'ils profitent de la grande glace. Moi, je suis encore confiant. Loin de terminer. J'avais favorisé le Cap-Breton. C'est ce que je voulais te dire, que je voulais te poser comme question. Moi, je pense que les Sags n'ont pas dit leur dernier mot. Je ne sais pas si tu es d'accord. On a toujours su, en tout cas depuis le début de la saison, on a toujours vu les Sags surprendre aussi. Absolument. Oui, on a eu des mauvaises séquences, mais contre des bons clubs, souvent, des fois, première période, on se disait, mon Dieu, ça s'en va où? Ça va être tough. On va se faire, excusez le mot, on va se faire torcher à soir, mais les gars reprenaient confiance, après des fois un ou deux bons jeux. Là, ce qui est important, là, le bâton est serré du côté des Sags. Là. Ça va prendre quelques shots au net. Il va falloir aller faut compter le premier but, selon moi, là, demain. Ça donne un petit peu de confiance parce que là, ça fait 3 games qu'on n'a pas battu un gardien de Cap-Breton. Ça, Luc, le fameux premier but, tu as coaché. Là, oui. Oui, mais ils ont un bon début. Comme les Sags font souvent en première. Sur le premier but, il est là, il sera là. D'accord, mais ça va aider quand ça fait 3 matchs que tu n'as pas compté contre ce gardien. Absolument. C'est ce que je veux dire. Pour la confiance des jeunes. On va dire qu'il faut en marquer un rapidement. Oui, du moins un. Un en première. On va être ce deal-là. Un en première, ça va être correct, mais c'est bon. Ça. Donc, demain, tu lui fais un pause dès qu'il y a un but. On le sort ça. Absolument, on va être en direct. On va être là. Donc, match numéro 3, ça va se dérouler mardi. Et puis je veux parler, je ne sais pas si vous aviez fini, les gars, mais l'ambiance un peu là, de Cap-Breton est quand même extraordinaire. J'espère que du côté de la foule des Saguenayens, là, on va... du côté des partisans, en fait, ça fait assez longtemps qu'on attend pour un club. Quand on a voulu un club ou quand on a eu un club, on était en COVID. Absolument. Là, on en a un bon club. On a des jeunes. On est revenu rapidement, les gars nous surprennent. Les gars travaillent. Les jeunes, ils méritent qu'on soit derrière. On mérite parce que demain, là, il y a 4005, 4002. Comme Dave le mentionnait, là. Il n'y a aucune pression. C'est un bonus, qu'est-ce qu'on vise. Exactement. C'est un bonus. Comment ça allait au niveau de la vente de billets? Je vois au moins 3500 demain déjà.
on va le voir là, comment ça va aller au courant du match aussi. Puis moi, je suis convaincu qu'il va y avoir 4000. Puis tant mieux s'il gagne, puis que le match, tu sais, ça sera plein à partir de mercredi, puis on regardera pas en arrière de ça. On dit souvent, tu sais, il nous ressemble un peu Cap-Breton dans un sens, parce qu'on dit... c'est loin de venir jouer au Saguenay, puis ça a longtemps été loin de venir jouer au Saguenay. À ce temps, c'est rendu Cap-Breton. Ouais. On disait, quand tu penses que t'es arrivé à Cap-Breton, il reste encore 2 heures. Dans le temps, t'arrivais au parc à Québec. D'après moi, Laval, ils se disaient, on est arrivé. Non, il reste encore 1h45. Ben oui. Fait que, je trouve que c'est une organisation qui a vraiment gagné du lustre dans les dernières années, avec un nouveau propriétaire, puis que c'est une équipe qui va dans la bonne direction. Puis c'est intéressant de voir ça aussi, que dans les maritimes, c'est pas toujours les mêmes équipes là, qui sortent de là. Puis c'est un bon point, Dave, avec le nouveau proprio, parce que j'ai eu vent au début, en première moitié de saison, que le propriétaire, c'est pour ça qu'il a ajouté de l'expérience, il avait ajouté beaucoup de 19 ans, sans dire qu'il voyait cette équipe-là gagner la coupe, là, il voulait gagner. Il voulait mettre du monde dans la cabane, il voulait améliorer l'expérience, puis il voulait faire un bout de chemin, puis c'est tout. Quand tu investis, tu veux que ça marche, et tant mieux pour eux autres, là. Ça va jouer sur la Vous savez quoi, les gars? Parce qu'on dit beaucoup, j'ai lu quelque chose en fin de semaine, puis j'ai dit, je vais aller vérifier. On dit beaucoup que Cap-Breton est bâti pour cette année. Mais tu regardes ça, ils sont bâtis pour l'année prochaine aussi, parce que à l'offensive, tous leurs meilleurs attaquants, Squires, puis l'autre, je me souviens pas de son nom, c'est tous des 18 ans. C'est vrai. Les défenseurs, ils ont 2 défenseurs de 20 ans, par contre. Ils ont beaucoup de... Je pense que c'est 11, 19 et 20 ans. Ouais. Mais t'as raison que leurs gars de talent, ils ont 18. C'est ça. Les gars repêchés pro puis invités, c'est des 18. Puis là, t'as le jeune Lavoie, là, qui est un premier choix au total, qui a 17 ans seulement, qui devrait peut-être commencer à être dominant plus l'an prochain. Il est déjà, je te dis. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Il y en a d'autres des bons jeunes ailleurs aussi. Un bon tout-way. Tu sais, Cap-Breton, moi, je disais, oui, ils ont une maturité physique, mais c'était pas de dire qu'il y a une maturité physique de gars de 19 ans. C'est une maturité physique de gars qui font 6 pieds puis qui pèsent 200 livres. Honnêtement, je regardais, puis c'était le contraste. Je pense que les Sags étaient non 5, eux autres étaient non 16. Tu sais, à un moment donné, veut pas, ça paraît. Puis si cette série-là va en 6 ou en 7, ça va paraître encore plus. Ça paraît sur une petite glace. On va voir, là, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas très mobile. Ils ont beaucoup de gars. Mais j'ai été surpris, moi, honnêtement. Puis je trouve que c'est une équipe qui est plus rapide, peut-être, que ce que je m'attendais. Je trouvais que ça rentrait quand même là, dans le territoire adverse. Puis tu voyais que les défenseurs des Saguenayens, c'était pas long qu'on se tournait la tête, puis la pression arrivait quand même rapidement. Il y a quand même une couple de bons patineurs à l'attaque. C'est ça, là. Il y a quand même 4 gars qui ont touché au camp, 2 draftés, puis 4 qui ont touché au camp pro. Ça paraît. Mais ils n'ont pas joué beaucoup ici. Ça va être une adaptation. Parce que ce matin, à l'entraînement, il avait l'air très, très confiant. On voyait ça sur leur Facebook. Là. Il avait l'air des gars qui étaient déjà passés en 3e ronde. Là. Fait que ça va être de l'ajustement. Ça va être de l'ajustement aussi pour eux autres. C'est pour ça, quand je te parlais de début de match, Marco, il va falloir profiter de ça. La foule, ça va être important, selon moi, pour se remettre un peu dans les séries. Puis je pense qu'à Breton, les gars, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que c'est une équipe qui pourrait gagner les séries. Honnêtement, je regarde les autres. Je regarde Rouen qui on pensait que Rouen avait une bonne équipe. C'est pas facile contre les Tigres, mais je veux dire, c'est quand même très, très, très surprenant. Drummond ne casse rien. Tu sais, même Bécomo, dans sa série contre Batters, ça n'a pas été des grands matchs non plus. Je pense que je regarde jouer Cap-Breton, puis ils sont dans ce paquet-là. Tu les mets d'un 4-7 contre n'importe quel des clubs qui va sortir en demi-finale. Puis ça va donner une série. Mais moi, Yannick Jean, c'est des équipes toujours bien coachées. Je pense que les Saguenayens, une affaire, ils lâcheront pas. C'est un club de jeunes, c'est un club de... Il n'y a pas de vétérans là-dedans qui vont faire, après la 2e, à 4-2, ils vont faire un mois, là, je me retourne chez nous, puis qu'ils vont arrêter de jouer. C'est vraiment des jeunes, puis ils en prennent, puis ils sont capables d'aller chercher toute cette pression-là. Puis je pense que Cap-Breton, tant que la 4e victoire ne sera pas en poche, elle ne sera pas remportée, là, cette série-là. Petit commentaire, les gars, sur notre page, on parle que c'est le powerplay qui joue présentement 0-10. Puis on dit que 11 joueurs de 19 ans du côté de Cap-Breton. Oui, donc, c'est quand même... oui. On lisait un article, le titre de la Ligue, sur le site de la Ligue là, de hockey junior maritime du Québec, le titre, c'était 2 équipes jeunes. En tout cas, tu nous as partagé ça à un moment donné. C'est pas vrai du tout. Là. Cap-Breton sont beaucoup plus... Tu nous as dit, c'est quoi le rapport du titre? C'est pas tu peux un peu dire ce que tu veux aux chiffres, parce que les autres, ils vont dire que nos gros joueurs, Squire, Lavoie, ils vont dire tous les gars ont 17-18 ans. C'est comme ça qu'ils vont dire que leurs gros meneurs, ils ont 4-5 gars. C'est un peu...
c'est de la profondeur en réalité, le gars de 19 et 20 ans, mais ils ont quand même là, de très bons joueurs de 19 ans, effectivement. Ouais. On le voit, puis c'est vraiment une grosse équipe. Je pense que c'est la plus grosse équipe, je pense, qui reste en série. Puis honnêtement, je veux pas, mais il me semble que contre Bécamo, on n'est pas rendu là, mais ça donnerait toute une série de hockey contre Bécamo. Mais peut-être que les Saguenayens passent, t'arrives contre Bécamo, puis ça va donner une super série aussi. Ah ben oui, ça, c'est certain. Donc, les gars, avant d'aller à nos autres sujets, donc moi, je pense que les Sags vont gagner demain, c'est ma prédiction. Alors, moi, je le souhaite ardemment. J'ai bien hâte de voir moi, je me souhaite la moitié-moitié. Ouais. Et là, ça commence à être intéressant. Hey, les gars, on va y aller avec les marquis maintenant. Les marquis qui vont bien. Puis justement, j'ai rencontré Dominique Bolduc en fin de semaine par hasard. Puis il me disait aussi que vraiment là, l'équipe jouait vraiment du gros hockey actuellement. Mais là, ça, c'était avant le match de samedi. Là, malheureusement, on semblait confiant là, d'aller chercher cette 3e victoire-là dans la série, vraiment pour mettre Thetford au pied du mur. Mais malheureusement, là, ça s'est terminé en prolongation. Puis Thetford l'a emporté donc pour mettre la série égale 2-2. Beaucoup de monde au Palais des Sports, beaucoup d'intensité également là, dans cette série-là actuellement. Là. Il y a vraiment une clientèle pour le hockey senior. Oui. Puis, même à Thetford, je pense qu'il y a quand même eu une foule intéressante 1900, aussi. Ouais. Il y a eu les gens Jonquière qui sont montés. C'est ça, il y a les foules de Jonquière, on voit un peu ce qui se passe. Mais honnêtement, moi, je trouve ce qui est intéressant dans la Ligue nord-américaine présentement, c'est la parité. Tu regardes, les Marquis ont gagné le match 5 contre Rivière-du-Loup 3-2. Ils ont gagné un match en prolongation contre le match de samedi dernier. Là, perdent en prolongation, la série 2-2. Tu regardes de l'autre côté, les Rivières-du-Loup s'étaient fait sortir par Jonquière, ils sont en train de sortir la balle. Je pense qu'un peu, on dit qu'il manque beaucoup de joueurs du côté de Laval actuellement. C'est une ligue qui est dure de ce côté-là, mais ils sont tous suspendus. Ben, c'est ça, exactement. C'est une ligue où la parité quand même est impressionnante. Puis je pense que ça démontre quand même à un certain point quand ça joue au hockey dans cette ligue-là. C'est un produit qui est quand même intéressant. Puis il y a une clientèle pour ça. Puis c'est correct, tu sais. Puis, il y a bien du monde qui crache là-dessus, là, le hockey senior, puis qui disent « Ah, tu sais, le hockey senior, non. » Mais faut pas oublier d'où ils viennent, ces gars-là. Là. C'est 95% des gars qui viennent du junior. Puis, tu sais, il y a beaucoup de scouting. Il y a aussi des gars qui sont draftés. Puis, il y a de l'énergie qui sont mis là-dedans, là, des gars à 18, 19, 20 ans. Puis là, tu revois 4-5 ans plus tard. Il y a des gars qui jouent dans la Ligue nord-américaine. Puis, c'est une belle avenue pour eux autres, là. Puis, ça veut pas dire qu'ils ont raté leur vie, là. Tu t'es payé pour jouer au hockey quand même à un montant intéressant. Tu fais d'autres choses. T'sais. Je parle d'un gars comme Christian Ouellet, un gars de la région. C'est un gars, il est rendu entraîneur dans la région. C'est un actif pour le hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est payé pour continuer à jouer au hockey. Les régionaux sont fiers. Là. On entendait... Claude Blackburn, une super belle histoire aussi. Claude Blackburn, là, il est premier, son 4-5, là, mais il est premier de la Ligue au niveau des points en série. Là. Son 4 ou 5, à égalité, là, premier. Donc, c'est un gars d'ici. Là, aussi. Absolument. Ben, tout à fait. Puis là, on s'enligne, les gars, pour tout un week-end parce que... les gars disent peut-être pas ça, par exemple. Les joueurs, ils sont peut-être un peu moins... 3 matchs en 3 soirs. Non, mais c'est ça. Peut-être moi, tu dis ça, mais on est assuré de 2. Leur blonde non plus. Au moins 2, là. Ouais. Donc, jeudi à Thetford. Vendredi à Jonquière. Et si nécessaire, ça serait samedi. Alors que je ne sais pas pourquoi que c'est samedi. Ou dimanche. Non, c'est samedi. L'autre série, c'est dimanche. L'autre série, c'est dimanche. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça le samedi. Peut-être que l'Arena... Quoique là, rendu à ce moment-ci de l'année... Je pense que c'est les provinciaux, là. Oui, de toute façon, il doit y avoir une date limite parce qu'ils ont des arénas, en tout cas, peu importe, il y a des arénas qui ferment aussi. Mais moi, je pense que ça risque de se rendre en 7, ce match-là, les gars. D'un côté ou de l'autre. Là, à moins que les Marquis aient gagné là-bas et tu viens finir vendredi ici, là, mais... Exact. C'est beaucoup de hockey. C'est beaucoup de... Le club qui va perdre jeudi, ça va être... Mentalement, ça va être difficile. Parce que tu sais que tu t'en vas jouer. Exact. Même si les Marquis perdent, tu t'en vas jouer chez vous, oui, mais tu sais qu'il faut que tu ailles gagner. Puis là, tu retournes là-bas. Puis là, mentalement, veux pas, ça devient difficile. Mais d'un autre côté, excuse-moi Luc, mais d'un autre côté, Dave, là, t'en recomptes le lendemain, puis là, ouais, mais ça va être l'autre équipe, là, qui va, tu sais. Mais c'est vrai. Le momentum change, là. Je pense que honnêtement, si les Marquis gagnent jeudi, là, sans dire que c'est fini, je pense qu'ils sont vraiment dans le siège de conducteur, parce que quand ça va venir cruncher en 3e période, peut-être que tu vas sentir Thetford lâcher un peu. Mais c'est sûr que si Thetford gagne jeudi, Marquis gagne vendredi,
Là, tu retournes là-bas. La billetterie, c'est complètement fou. Écoute, de toute façon, les gars, là, pour gagner du hockey de série en deuxième ronde de même, ça prend des gars motivés. Si tu n'es pas motivé, tu non, c'est ça. 3-3, 2-3, tu passeras pas à travers. Je ne peux pas te gager c'est quelle équipe qui est le gars le plus en forme. Mais à quelque part, ça va peut-être se jouer là-dessus aussi. Là. Surtout si tu te rends en fin de troisième prolongation, le match 7. Il y a eu ça vient dur ses genoux. La réhydratation est complexe. C'est pas des gars qui font ça à temps plein non plus. Dans la Ligue nationale, en play-off, ça serait vraiment dur. Puis là, crime t'arrive, tu le fais dans une Ligue québécoise. En voyageant après le match. Honnêtement, les gars qui vont jouer ces 3 matchs-là, ils ont tout mon respect. Puis, c'est des matchs d'hommes en plus dans cette Ligue-là. On ne le cachera pas, c'est plus physique que le junior. Puis, absolument. Après le sifflet, puis tout le temps. Donc, les gars sont moins en forme, puis c'est plus physique. 2700 personnes et plus, 2769, c'est très bon. J'ai une question, les gars. On a entendu parler, là, je pense que c'est Dom Bolduc qui a sorti ça, qu'on pense à 2 équipes d'expansion dans cette ligue-là. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour 2 choses, parce qu'on va peut-être diluer le produit. Ça va être encore plus difficile d'amener des joueurs à Jonquière, parce que là, c'est à Québec, puis il parlait de Saint-Hyacinthe, peut-être. C'est Michel qui parlait de Saint-Hyacintte après-midi. Moi, je pense, tu sais, là, puis t'as le Senior 3A qui cogne à la porte, qui est de plus en plus populaire, où on met des 1500-2000 personnes, là, dans le coin de la Tuque, Trois-Rivières, puis tout ça, là, à plusieurs places au Québec. Ça m'inquiète, les gars, moi. Moi, je vais te prendre d'une autre façon. Moi, je pense que ça donne l'occasion à des gars de continuer à jouer. T'sais, toi, tu le regardes peut-être du côté des marquis, là, mais je te dirais, Simon-Claude Blackburn, c'est un gars qui jouait pas dans la Ligue, il y a 3 ans. Puis il avait toute sa place dans cette Ligue-là, dans la Ligue à 8 équipes. Oui, il est premier scoreur des marquis cette année. Ça reste que tu pourrais embarquer des jeunes, tu pourrais embarquer des gars qui veulent jouer dans cette ligue-là. Ligue professionnelle, Dave, là. Non, mais c'est une ligue, ça reste que c'est une ligue, le calibre est vraiment, vraiment... Oui, mais on va être beaucoup moins fort comme ligue si on ajoute 2 équipes. Dépend. Moi, je pense que c'est une opportunité. T'as quand même beaucoup de gars qui sortent de la LHMQ qui s'en vont en Europe, qui pourraient décider, si t'avais un club à Québec, exemple, de décider de rester à Québec. Peut-être. Moi, je pense que t'as beaucoup de gars qui voudraient venir, mais que la place est un peu limitée, puis l'argent est un peu limité aussi, là. Tu sais, faire venir un gars que... faire venir un Francis Pareil de la KHL, ou tu sais, ça coûte un montant d'argent, là, veux pas, là, tu sais. Puis t'es pas capable d'en faire venir 4 là, dans une année. Dans Saint-Georges, je peux pas en faire venir 4. T'sais, fait que là, si t'as 8 équipes, ben là, t'as peut-être une équipe qui va en amener une équipe va en amener un. Fait que là, tu vas réussir à amener 6-7 gars de plus, peut-être, dans ta ligue. D'accord, mais moi, je parle pour ici, les gars. Même le niveau universitaire, qu'en fin de saison, il avait passé des règlements il y a une couple d'années. T'arrivais en fin de saison, les gars universitaires pouvaient faire les séries avec leur marché ou leur équipe respective. C'est une avenue qui est fort possible aussi là, pour ces organisations-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit sur notre Raphaël, qui dit pour Jonquière, c'est un gros désavantage, c'est officiel. C'est une des raisons à l'époque où il avait retourné dans le Senior 2A. Mais en fait, là, on parle de Sorel qui aurait demandé peut-être de retourner dans le Senior 3A aussi. En tout cas, c'est un bon point ce que vous amenez, mais moi, ça m'inquiète pour Jonquière. Mais c'est une ligue qui est un peu poignée entre deux. Est-ce qu'on veut agrandir ou solidifier ce qu'on a déjà? C'est pas super facile à 6 équipes. On le voit à chaque année quand il y a une équipe qui va plus mal. Les foules sont pas au rendez-vous. Il y a aussi du côté de Trois-Rivières ce qui se passe avec la East Coast. On va voir ce qui va se passer. Mais... Parce que là, si tu ajoutes Saint-Hyacinthe, Laval, Sorel, on est pas loin. C'est pas des marchés. Ça va pas bien, là, Sorel. Non. Puis moi, la situation de Sorel, ce que tu as sorti aujourd'hui, ce que tu nous as partagé aujourd'hui, j'étais pas au courant de ça, qui songerait peut-être à retourner Senior 3. Parce qu'il y a eu 14 équipes là, dans le temps. Bon, tu vas me dire ça c'était dans le temps de la Ligue semi-pro, mais c'est pas pareil. C'est là que la séparation s'est faite avec Senior 3. Tu regardes les listes, on a des listes de 45-50 gars là, dans chaque équipe. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Si le produit, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut... moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter entre guillemets, le gadounage là, entre les ligues, là, puis un gars va jouer là, puis ça, moi, ça me pue au nez, là. Ça, j'en reviens pas. Qu'on joue 8 équipes, parfait. Les listes, tu joues là. Mais de l'autre côté, les équipes aussi, on a entendu des fois, il y a certaines équipes qui avaient des joueurs, puis là, on bloque le joueur pour aller jouer là, parce que c'est, tu sais, là... Tu sais, ça, faut que tout le monde y mette du Le senior va toujours rester le senior. C'est ça. Parce que, en tout cas... Mais à 8, moi, je pense qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Rivière-du-Loup, c'est inquiétant. Une organisation comme Sorel, où ils n'ont pas mis beaucoup de monde, parce que tu vas diluer, tu vas enlever des joueurs. Pas certain que ça va être si intéressant quand tu as une offre
beaucoup plus grande dans ce coin-là. Mais moi, je vais préciser ce que je veux dire, juste une seconde, là. Moi, je pense pas que c'est un problème de joueurs. C'est un problème d'organisation parce que des joueurs, il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a assez de joueurs de calibre. J'allais le dire tantôt. Ça dépend toujours des partenaires qui veulent s'impliquer. Mais ça dépend aussi de ce qu'on entend par joueur de calibre. Parce que tu as des joueurs qui sont de calibre. Tu vas en avoir des gars qui ont joué junior, des gars. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux dans cette ligue-là. Tu veux juste des gars qui ont joué professionnel. C'est quoi tes attentes par rapport au calibre que tu vas avoir? Puis l'autre affaire aussi, c'est à 6 équipes. Là. Quand tu joues 3 fois Saint-Georges en un mois. Exactement. C'est un peu. Je pense que tu peux te dire on va aller à 8 équipes, mais Saint-Georges ne va pas 7 fois dans l'année. Un moment donné, c'est parce que tu as l'impression qu'ils jouent tout le temps contre les mêmes équipes. Je pense que c'est un peu ce qui fait mal à cette ligue-là aussi. Ouais. Ça coûte, là, t'arrives en série cher, les gars, n'oubliez pas. Non, c'est sûr. Les gars ne sont pas payés 200-300$ de la game. Oui, mais. Non, je comprends, mais Luc, si le marché, puis on va conclure là-dessus. Si le marché est non, mais je veux dire, si le produit est bon, moi je pense que le produit est bon. J'en doute pas du produit. Premier point. Deuxième point, si l'organisation, nous autres à Jonquière, on le sait, on a une organisation qui est très sérieuse, qui est très compétente, des gars, des passionnés, on a des propriétaires passionnés, un coach passionné, tout le monde est passionné, puis ça marche, OK? Si tu as ça dans chaque marché, là, ben les gens ils vont encourager l'équipe dans chaque marché. Moi, je pense que c'est pas un problème de joueurs, c'est un problème d'organisation. Il faut que ça soit sur la coche partout pour que ça marche à 8. Je pense que ça peut marcher, mais il faut que ça soit sur la coche, comme avec les Marquis, selon moi. Puis moi, je suis pas inquiet parce que les Marquis ont une bonne organisation. Puis oui, c'est vrai que... C'est pas inquiet de l'organisation. Non, mais même pour les joueurs... Quand tu as le même salaire pour aller jouer à Québec, qui est à côté de chez vous... En tout cas, on s'en parlera rendu là, c'est pas fait, mais... C'est un défi de gouverneur de trouver des solutions. On va y aller avec notre dernier sujet avant la pause, mais juste pour rementionner, merci de vos commentaires, les gars. Donc, les Marquis, jeudi à Thetford, vendredi à Jonquière et, si nécessaire, samedi à Thetford. Puis on nous dit que notre collaborateur Yannick Boily sera présent vendredi. C'est sûr qu'il va être là. Place. Autant en studio, autant qu'il va être au match. J'ai Marquis. Super. Puis on va être là. On va dire à Yannick, avise-nous si tu reçois des hot dogs dans la foule, comme tu as vécu aux États-Unis. Puis, possiblement, écoute, comme on peut pas se diviser en deux, ben on va voir ce qui va se passer avec les sacs, mais c'est certain que je vais au hockey vendredi. Ça, c'est sûr et certain, que ce soit au sac ou au Marquis. OK, les gars, faut parler absolument avant la pause des Rebelles. À la Coupe Chevrolet, c'était le volet féminin en fin de semaine. On a eu des belles performances. Je vais prendre mes notes parce que c'est important de le faire. Puis après ça, je vais vous demander vos commentaires là-dessus. Donc, comment ça s'est déroulé? Ça a été... je vais commencer. On va y aller dans l'ordre, là. Du côté des M11, donc 2A, c'est l'équipe de Frédéric Dubé. Ben, c'est pas compliqué, les gars. Une victoire, équipe championne. Donc, on a terminé 4 victoires, 2 défaites. C'était une victoire en fusillade face à Lac-Saint-Louis. Donc, c'est super. On a vu une vidéo. C'est tellement le fun de voir les jeunes filles célébrer leur championnat. Bravo à l'équipe des M11. Puis, Jeff, M11 de 2A, c'est la première année qu'il y a cette catégorie-là au niveau de la Coupe Dodge. C'est des filles de partout dans la région. On a écrit l'histoire parce que c'est la première Coupe Dodge. Chevrolet, excusez. Oui. On va se faire taper sur les doigts par Dodge. De l'histoire, donc, de la Coupe Chevrolet qui avait ce calibre-là. Donc, c'est la région qui l'a emporté. Donc, félicitations, les filles. Parfait. Yes. Le M13, 2A, l'équipe de notre ami Marc Girard. Donc, regroupement aussi. Donc, on avait pris des joueuses de différentes équipes. 2 victoires, 1 défaite en tir de barrage. On me dit qu'on a marqué 7 buts pour et seulement 1 but contre dans la fin de semaine. Donc, la défaite, malheureusement, d'1-0. Donc, très belle performance pour l'équipe de Marc. Félicitations à toute la gang. Félicitations les filles. Le M15-2A, c'est l'équipe de Matt Morris. 1 victoire, 3 défaites. Défaite encore de finale, mais tu sais, 3-2 contre l'équipe championne. On a perdu contre les Huskies de Chaudière qui ont gagné le tournoi. Donc, tu sais, dans un tournoi, ça joue pas grand-chose. Donc, bravo aux filles de M15-2A. Et finalement, l'équipe de notre ami Mathieu Chamberlain, les M18-2A, 4 victoires, les gars, et une seule défaite. Crève-cœur en demi-finale.
11 buts pour et 3 buts contre en 5 matchs seulement. On a donné 3 buts seulement. On me dit... Défaite de 1-0, je pense. Oui, oui, exactement, en demi-finale. 1-0, en Marco. Prolongation. Tout à fait, absolument. Et on a gagné le meilleur duo de gardiens du tournoi avec Lauriane Vachon et Méloé Bouchard. Donc, félicitations à toute la gang. Puis, ce que je vous laisse commenter là-dessus, mais moi, ce que ça me démontre, là, c'est qu'on a un méchant beau programme ici, avec des équipes qui ont bien performé. Comme je le dis, puis Marco, je pense qu'il va comprendre ce que je veux dire parce que je sais qu'il a vu mon post que j'ai mis hier. Tu sais, les résultats, les gars, c'est important, la victoire, mais ce qui est tellement important là-dedans, c'est l'expérience que ces jeunes filles-là vont vivre là-bas, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, toute la gang avec toutes les... Je veux féliciter toute l'organisation, tous les coachs, toute l'organisation en arrière avec Nathalie, tout ça. Oui. Bravo. Je vous cède la parole, les gars, là-dessus. Je sais que j'en ai dit pas mal, là. Je pense que t'en as dit pas mal. Que le hockey féminin est en santé, les gars. Puis ça, encore, je sais pas si tu l'as dit, là, j'ai pas tout écouté. J'ai comme décroché à m'amener. Non, mais encore, je pensais en même temps que tu parlais. Puis Raphaël Harvey-Pinard vient de scorer, les gars. Donc, restez avec nous autres. Oui, c'est avec nous. Mais le hockey féminin est en santé, mais ça prend des passionnés pour s'occuper de ça. Je sais pas si tu l'as dit, Jeff, je le répète. C'est un peu ce que je voulais dire. Ça prend des bénévoles pour s'occuper de ça. Ces filles-là, c'est bien beau de vouloir avoir des filles, mais je regardais, je lisais à Frédéric, là, que je connais un petit peu. Il disait, il y a des filles qui venaient de loin, puis qui venaient pratiquer, mais ça prend quelqu'un pour coordonner tout ça, puis réussir à faire des entraînements. C'est sûr que si tu dis, ça va être compliqué, ben, on n'arrivera pas à grand-chose, puis on n'aura pas d'équipe. Là. C'est pas plus grave que ça. Là. Puis on les gars, là, on a fait les efforts, on l'a eu avec des bons bénévoles. Les filles ont eu du fun, puis je suis sûr que l'année prochaine, ces filles-là vont remarquer. On n'arrête pas de dire qu'il faut que les jeunes vivent une expérience positive, significative pour qu'ils restent au hockey. Ben, les jeunes filles, ils font de la route pour aller jouer avec leur gang de filles, quelques tournois par année. Fait que c'est d'autant plus important qu'il y ait des résultats concluants à travers beaucoup de plaisir pour que les filles reviennent, qu'ils voient ça, puis qu'ils veulent le revivre l'année prochaine. Donc, félicitations. Super. Bravo pour votre saison à toute l'organisation des Rebelles. Puis nous, les gars, on va aller à la pause. Et tout de suite après, on revient avec notre bloc sur le Canadien. De retour dans quelques instants, podcast par la bande. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-97. Bienvenue chez Nous TV. De retour au podcast par la bande, alors en compagnie, encore une fois, de nos trois amis, Dave Hensley, Luc Boudreau et Marco Hood. Les gars, on va y aller tout de suite avec notre bloc sur le Canadien, parce que le Canadien, bon, à l'instant, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent en direct, on vous demande de rester avec nous. Je sais que le Canadien joue en même temps avec le premier match de Lane Hudson face aux Red Wings de Détroit. Mais il reste seulement 2 matchs, donc ce soir, en incluant celui de ce soir, et demain au Centre Bell face à ces mêmes Red Wings. Et par la suite, la saison va être complétée. Donc, on sait déjà qu'est-ce qui se passe. On peut déjà y aller là, avec nos commentaires là-dessus. Donc, je vais y aller. Écoute, on va y aller. J'ai quelques points à discuter. Je vais commencer assez général, peut-être commencer par Dave. Toi, tu retiens quoi de cette saison du Canadien qui s'achève dans les jours? Là, moi, je pensais qu'on faisait un débat, ça aurait été bon. Peut-être qu'on en fera un tantôt. Sans blague, je pense que c'est ce qui est à retenir de cette saison-là. C'est l'éclosion de Slavkovski. J'ai l'impression vraiment là, que c'est passé d'un point d'interrogation à un point d'exclamation
en 3 mois et demi. Là. C'est devenu une certitude, ce gars-là. Autant depuis 2 ans, ça aurait pu être Wright, ça aurait pu être... Mais même au début de l'année. Même au début de l'année, c'est encore ça, mais je pense que depuis le mois de décembre, ce gars-là a montré que c'était un premier choix au total, puis que vraiment, ça va être un joueur qui va être dominant dans la Ligue nationale. Maintenant, là, du côté du Canadien, Caulfield a une saison intéressante. Il était blessé l'année passée à l'épaule. Il est revenu une saison. Mais c'est ça un peu. Je pense que le meilleur joueur du Canadien, ça a été Suzuki. Oui. Moi, Matheson, oui, les statistiques sont là, mais c'est pas un défenseur que j'adore. Là. C'est un défenseur que je trouve qui se sauve beaucoup avec son coup de patin extraordinaire. C'est un gars qui aurait gagné le tournoi des maîtres en fait. Je pense que tu regardes, Caulfield, c'est pas Caulfield, mais Suzuki, je pense que ça a été vraiment le meilleur joueur du Canadien cette année. Puis moi, je m'attends je pense que l'année prochaine, ça va être Slavkovski qui va devenir le meilleur joueur du Canadien. Mais tu regardes l'offensive, 50% de l'attaque, je viens de nommer ces 4 gars-là, 50% de l'attaque. Kirby Dach n'a pas joué, mais ça reste que c'est pas normal que ce soit 4 gars. Il y a Edmonton, là, ça fonctionne, là, mais je pense qu'il n'y a pas de McDavid à Montréal. Là, en tout cas, moins qu'on me l'ait pas dit. Là, mais je pense que c'est pas normal. Tu comptes 220 buts, 225 buts, puis il y en a 80 là-dessus, 90 que ça a été produit par 4 gars. Là. Mais, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, Dave. Après ça, je vous cède la parole. Mais moi, je pense qu'on était parfaitement conscient du côté de l'Organisation du Canadien que dans le fond, c'est ces gars-là qu'on veut voir. Les autres, ils n'ont pas d'importance dans le grand plan, avec un grand P majuscule. Des Anderson, des Gallagher, des Dvorak, des Jake Evans. Anderson, moi, je suis pas d'accord, par exemple. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je dis pas qu'il sera pas là l'année prochaine ou quoi que ce soit, mais les joueurs que tu as besoin qui performent, ils ont performé selon moi cette année. Je rajoute un Newhook là-dedans qui, non, il n'est pas, ce sera jamais un joueur exceptionnel, mais on a vu des belles choses. Je pense que c'est un gars qui va être là pour longtemps. Faut pas oublier que c'est un gars qui a quoi? 23? Même pas, je pense qu'il a 22 même. Mais regarde ta ligne de centre à Montréal. Là. Suzuki, Dach, Newhook. T'es correct pour 10 ans. Ouais, puis là, on verra qu'est-ce que le repêchage, on va y venir tantôt, on ne sait jamais. Donc, je vais m'arrêter là. Puis les jeunes défenseurs, je pense qu'ils ont progressé. Les gardiens ont progressé aussi. J'aime ce que je vois de Primo en première moitié. Le ménage à 3, c'était difficile, mais je pense que là, dans les derniers matchs qu'il a donnés, je pense que ça a été quand même bien. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense qu'on était conscients parce que, bon, tu l'as dit, Dach n'a pas joué. On a échangé Monahan en toute connaissance de cause. Je pense que Monahan, tu sais, c'était un bon joueur, mais le rapport, on n'avait comme pas le choix de l'échanger non plus. Toi, Marco, si je te parle entre autres des défenseurs, parce que je sais que tu regardes beaucoup les défenseurs, est-ce que toi, tu as aimé ce que tu as vu des jeunes défenseurs cette année? Absolument. Puis moi, je trouve, comme toi, ce que j'aime premièrement, on est exactement où est-ce que je m'attendais qu'on soit. Oui. Puis je trouve qu'on a vraiment progressé par rapport à l'année passée, parce que si on regarde en fin de saison de l'année passée, après la date limite des échanges, il y a beaucoup de matchs qu'on a perdus par des hauts pointages où la chaîne débarquait. Là, des matchs de même, cette année, il n'y en a pas. C'est un bon signe. C'est vrai. Il y a 40 matchs qui se sont joués avec le corps d'un but seulement sur les 80 qui vont s'être joués. À moins que ça tourne mal, mais là, il mène. Fait que ça ne sera pas à soir. Fait il y a plus de 40 matchs qui se sont joués sur un but. La défensive va progresser. Je suis très surpris, moi, du jeu de la défensive, considérant notre âge. Tout ça sans Dach. Oui. Dach puis Newhook, pendant 3-4 mois. Newhook a manqué 30 matchs quand même. Ouais. C'est majeur. Fait je le pensais pas au début de l'année, mais je pense qu'on n'était pas si loin des playoffs. Encore très loin, vous me direz, mais pas si loin. Tu as coupé le quart de moitié par rapport à l'an passé, pratiquement. L'année passée, ils sont à 25 points. Cette année, ils gagnent à soir, ils sont à 10. 10 11 points. Ils sont pas si loin que ça. L'année passée, ils sont moins 75. Puis regardez le début de saison que Dach avait. Là, le pivot, là, il y avait carrément plus de deuxième ligne. Là, pendant un grand bout de temps, la première ligne était exposée à la meilleure, à la défensive l'autre bord, au premier pairing l'autre bord. Puis la première ligne, là, Slavkovski, en première partie de la saison, il n'était pas qu'est-ce qu'il était non plus. Fait que tu faisais tout ça avec une ligne, puis à peu près, là, tu sais. Fait que c'est très impressionnant. Oui, effectivement. Très impressionnant. Je pense que les gars, Martin Saint-Louis a amené sa philosophie. C'est là-dessus que je voulais t'amener, justement, les entraîneurs. Je voulais que tu me parles de ça. Je pense qu'on a pris un peu
on a changé la façon aussi de diriger, la façon de penser aussi du Canadien. Tu sais, tu parlais qu'on se faisait battre par des gros scores l'année passée, puis tu disais, Dave, que l'écart se rétrécit. Mais je pense que du côté de Martin Saint-Louis, les joueurs ont acheté le plan qu'on se prépare pour les années futures. Tu sais, les gars le savent là, que le noyau du Canadien il est là. Ce qu'on va ajouter, c'est greffer peut-être quelques joueurs, parce qu'il nous manque peut-être de la bonne profondeur aussi, puis peut-être un bon joueur, ces 2 premières lignes, là, on s'entend, là. Mais je pense que les gars achètent, parce que c'est pas normal. Je suis obligé de me relier à vous autres. Saint-Louis, moi, j'avais... C'est parfait, là. C'était un grand frère. Mais côté coaching, je trouvais qu'on répétait défensivement beaucoup les mêmes erreurs. C'est normal, vous me direz, c'est des jeunes. Mais j'avais quand même hâte de voir. Puis je suis obligé, je me range avec vous autres, là. Il y a clairement, il y a on l'a vu quand il est parti quelques matchs, là. Je trouvais que le Canadien était mêlé un peu comme un jeu de cartes. J'ai surtout aimé quand il est revenu. La façon qu'il est revenu, puis les gars de la façon qu'il a répondu. Tu vois que les gars veulent jouer pour lui. Moi, ce qui me fait rire, les gars, c'est que on entend beaucoup d'observations, c'est sûr. Vous allez me dire, Jeff, t'écoutes trop les différentes tribunes, mais j'aime ça. Jeff, t'écoutes trop les différentes tribunes. Mais ce qui me fait rire, c'est que les débatteurs vont souvent dire, ah, ben là, Martin Saint-Louis, il est tout le temps en train de ses jambes graves, mais c'est quoi? Vous voudriez qu'il casse des fenêtres puis tire des bâtons sur la glace? Voyons donc. Il sait qu'il gagnera pas. Il n'y en a pas ça donne actuellement. Le club n'est pas complet. Puis quand tu lis des journalistes qui sont autour de l'équipe, là, on le sait, on est pas cave à temps plein. Là. Dans le vestiaire, ça doit être très différent de qu'est-ce qu'il dit. Là. Puis apparemment, il y a une façon de dire les choses un à un qui est très claire. Qui est sans équivoque. Puis ça, ben, les gars adorent. C'est sûr que, tu sais, quand t'as... En tout cas, moi, personnellement, quand je joue au hockey, là, mes erreurs, je voulais qu'on me les dise, tu sais. Puis ça, un joueur de hockey qui s'assume, et c'est comme ça que tu veux être coaché. Ben, toute la manière... Ça dépend de la façon dont tout se dit. Quand apparemment, c'est limpide. Le message est très clair. Oui. Puis il y en a qui disent, là, pas Jeff, Marco, puis Jeff, puis Dave, sur notre page, que le capitaine du CH est Martin Saint-Louis. Puis on l'a vu au retour de l'équipe. C'est parce qu'à quelque part, ça donne quoi de ramasser ces gars sur la place publique quand il fait 2 ans en ligne, surtout pas avec des gens. 50 matchs. Exactement. D'ailleurs, Jeff, 50 matchs au hockey, c'est-tu l'équivalent de 100 matchs au baseball? C'est-tu C'est pas mal. Tu sais, quand tu perds 100 matchs au baseball, ça t'a une mauvaise saison. Ça fait 2 ans que le Canadien perd 100 matchs. C'est vrai. Mais là, tu comptes les défaites en prolongation. Non, mais ça, là, justement, je voulais en parler. À quel point, peut-être, le ménage à 3 a coûté, là, peut-être pas une série, mais que ça soit plus serré que ça l'a été en réalité. Parce que le Canadien est à 13 points des séries. Ils ont 14 défaites en prolongation. Puis là-dessus, on s'entend, là, Jake Allen, il y a eu un long moment de sécheresse. Là. Oui. À quel point de garder 3 goalers. Je regarde un peu le rendement depuis le mois de février, puis je me dis que s'il avait gardé ce rendement-là, il n'aurait pas été loin à la fin de l'année. Mais à quel point ça faisait pas l'affaire des dirigeants du Canadien de dire là, on veut pas tant que ça les faire les séries. Là. Fait que on va laisser traîner le problème le temps qu'on peut, puis on le réglera quand ça sera. Parce que ce qu'ils ont eu pour Jake Allen, ils l'auraient eu au mois d'octobre. Là. Oui. Ben, ça dépend oui toujours. Et non, parce que lorsqu'on dit Dave... Là, c'est New Jersey, mais peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à ce moment-là. Parce que moi, je pense pas qu'il y avait... Ils ont peut-être essayé d'avoir plus aussi. Mais il n'y avait pas beaucoup d'équipes intéressées. Non, mais c'était pour le laisser aller. Là, mais il y a une chose qui est sûre. Avec le mois de novembre puis la strike d'à peu près 10 matchs qu'il y a eu dans ce bout-là, c'était sûr qu'il n'y aurait pas plus. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, les gars, là, soyez honnêtes. Là, nommez-moi un ménage à 3 qui a marché. Mis à part dans vos couples respectifs, là. non, mais pour vrai, là, on l'a essayé du côté des Canadiens, ça n'a pas fait. On l'a essayé du côté des Saguenayens, ça n'a pas fait. On l'a essayé d'un autre club, je me souviens plus. Non, ça n'a pas fait. C'est difficile pour un gardien quand tu as toujours cette pression-là. Déjà que les gardiens sont d'une bulle à part, les gars, là. Mais ça fonctionne. Je suis d'accord, mais... Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de solution. Oui, je sais, mais on parle, là, c'est correct, là. C'est sûr qu'ils voulaient pas ça. Je suis d'accord avec Non, mais si tu veux y aller et dire, on va arrêter de niaiser, mais tu vas mettre Allen au balotage. Oui, mais là, tu sais, tu dis, il n'y a pas de solution. Ils ont eu quoi qui veut dire qui légitimait qu'on bouge pas parce que Allen, là, ils n'ont pas eu un choix top 5, là. Mais est-ce qu'on avait assez confiance en Primo pour faire ça? La réponse est probablement non. Peut-être que non, c'est ça aussi. Ça les arrangeait de gagner du temps aussi. C'est ça, ils ont acheté beaucoup de temps, puis ils ont réglé ça pour ce qu'ils ont réglé. Mais, tu sais, si on dit, toi, il n'y a pas de solution, mais il y en a toujours une solution. Mais aussi, je pense qu'on voulait pas mal. Tu sais, Jake Allen, je pense qu'on apprécie l'individu.
un bon coéquipier, ce qui n'est pas toujours le cas de certains gardiens là, qui n'ont pas toujours des personnalités le fun. Lui, il a toujours épaulé les jeunes. Il était là pour Carey avant quand il était avec Carey. Je pense qu'on a voulu respecter le gars. On ne voulait pas l'envoyer dans la Ligue américaine. C'est un vétéran. Je trouve, tu sais, Kent Hughes, il fait attention à ça. C'est un ancien agent. Puis il fait attention à ses gars. Puis d'ailleurs, j'ai lu quelque chose aujourd'hui. On n'aurait pas pris la même décision que Jeff si on avait une équipe pour aller en série. Ah, ben là, c'est sûr. Je suis d'accord. Tu dis qu'il fait attention, il est fin, oui, ça passe bien, puis il y avait l'occasion. Mais ça reste le business aussi. Exactement. Mais c'est parce qu'aussi, on parle avec les informations qu'on a présentement. Tu sais, au mois d'octobre, est-ce que Montembeault, c'est un numéro 1? Est-ce que Primo est prêt? Effectivement. Je pense qu'on a vraiment acheté du temps, puis c'était correct aussi. Puis où ce qui était l'équipe, tu sais. Tu te dis, à un moment donné, c'est parce que le Canadien se ramasse 5e au classement général au fait. Là, on dit que c'est un beau problème, mais ça aurait pas été un problème pas si le fun que ça non plus. Ouais, mais là, si ça avait été le cas, là, tu vas me dire, Jeff, t'es étonnant, mais si ça avait été le cas que le Canadien aurait été top 5, ça voudrait dire que Jake Allen aurait eu une saison incroyable à ce moment-là, tu sais. Tandis que, comme vous l'avez dit... mais là, tu l'as changé. Oui. Il faut que tu le gardes. Effectivement. Je comprends. Exact. Je comprends. Bon, les gars, on va y aller rapidement dans mes points. J'ai 2 autres points. Le repêchage qui s'en vient. Bon, ben là, moi, j'ai hâte à la loterie. OK, c'est quand même bientôt. Oui, mais il faut qu'ils perdent à soir. Là, ouais, mais je veux dire, là, c'est 5, 6, 7. 5 ou 6, là. On parle de... Ils peuvent remonter d'une position. Ils peuvent plus vraiment descendre. Puis il faut quand même pas... Oubliez pas une chose, parce que, tu sais, tout le monde à la maison, puis je regardais la NBA hier qui jouait aussi, tu sais, les joueurs... C'est toute la même affaire, la course, quand c'est rendu, c'est la course au rang au repêchage. L'organisation va mettre l'équipe en place, mais les gars puis les coachs, eux autres, ils jouent pour gagner. Là, ça, c'est clair et net. L'an passé, ils travaillent pour leur place l'année prochaine. Que Chicago, on avait complètement... on avait vidé le club totalement, puis on avait assis des joueurs dans les derniers matchs, puis on a trouvé le moyen de gagner le match contre Pittsburgh, qui était dans une course aux séries, pour perdre un rang, puis finalement, ils ont eu Connor Bedard quand même. Mais je suis d'accord que ça serait bien que si le Canadien pouvait terminer au 28e total. Puis là, ça va dépendre. Tu sais, les Coyotes jouent du bon hockey actuellement aussi, puis les Sénateurs aussi. Donc, on va en reparler dans l'autre blog. C'est ça s'en vient. Donc, là, on va s'ostiner, je pense. Donc, c'est sûr que là, on a un repêchage qui est particulier. L'an passé, ça ressemble à l'an passé, puis pas, puis je vous explique pourquoi je vous sers de la parole. On a un joueur concession, encore une fois, qui est dans le repêchage, qui s'appelle Macklin Celebrini. L'an passé, c'était Connor Bedard. Bon, certains préfèrent Bedard comme prospect que Celebrini. Peut-être pas un Bedard, mais une petite coche en dessous, mais à peine. Mais la différence avec l'an passé, c'est que l'an passé, on avait également 3 autres excellents joueurs qui étaient Carlson. Oui, des attaquants. Marco qui aime beaucoup Carlson, entre autres. Will Smith. Et nous autres, on a pris un défenseur. On a pris un défenseur, mais qui promet, d'ailleurs. Qui est vraiment bon. Qui est vraiment bon. Moi, à Laval, les gars. Cette année, c'est excellent. Après le rang numéro 1... J'ai lu beaucoup d'experts qui disent ça va être long. Ben, c'est un défenseur. C'est toujours plus long. On y reviendra. On va y revenir. Dave, là, on dit qu'à partir du rang 2, on tire... écoute, ça tire partout, là, actuellement. Donc... Ça serait intéressant. Bon, tout le monde veut le premier choix, mais c'est pas comme l'année passée. Alors, toi, tu vois ça important d'être le plus haut possible, à part le numéro 1. C'est déjà pas une science exacte. Tu sais, le repêchage de l'an passé, on s'en reparle dans 5 ans, puis peut-être qu'on... finalement, le repêchage de 2023, c'était pas si fort que ça. Faut que tu regardes ça avec le recul. T'sais. Sur le coup, ce gars-là, faut pas le manquer. Puis tu dis, Ryan Backer, ça va être long. Mais, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec un gars qui prend 6-7 ans à se développer, mais qui est bon pour 10 ans. Tu sais, c'est pas comme le junior, tu sais, c'est pas de l'instantané. C'est des gars qui peuvent se développer sur le plus long terme. Mais, tu sais, rendu là, c'est qui le meilleur le deuxième meilleur, le troisième meilleur, le cinquième meilleur, le sixième meilleur? Là, je suis pas capable de te le dire. Je peux te dire que c'est Celebrini. C'est le numéro 1. Mais pour le reste, je vois pas assez de matchs. Je pense qu'il y a personne qui envoie assez là, pour être capable de le dire. Non, ben, c'était plus... Je voulais plus te demander, dans le fond, que... si le Canadien, admettons, terminerait, exemple, 28e ou 27e, c'est peut-être pas si grave cette année versus l'année passée où est-ce qu'on a manqué un petit peu ce fameux top 4 parce qu'on a besoin d'un autre centre, Marco. Là, idéalement. Oui, puis l'année passée, c'est sûr qu'on a manqué Smith, là, ça c'est clair. Oui. Puis là, je lisais en fin de semaine, je me souviens pas, j'ai lu ça où, là, on lit tellement d'affaires. Mais Kent Hughes aurait déclaré que
si c'est un défenseur, ça devrait pas être du côté gauche. Oui, quand ils vont arriver dans leur liste, là, à leur choix, le meilleur joueur disponible, si c'est un défenseur gaucher, là, on va peut-être penser reculer ou regarder une autre option. Parce qu'à gauche, on juge qu'on est assez nanti. Fait que là, quand je regarde ça, on est clairement assez nanti en défensive. Oui. Fait que dans l'année où il y a plus de talent à la défense, cette année, au repêchage, nous autres, on va y aller pour un attaquant. Alors que l'année passée. De l'autre côté, on va aller comme tu veux, t'as eu le meilleur défenseur de la QV. Mais selon eux autres, ils ont pris le premier défenseur. Qui était classé. Oui, mais ça reste le premier défenseur de sa QV. C'est ça, moi je suis d'accord avec Dave, Marco, parce que si, exemple, tu repêches 5e, c'est une année de défenseur. Bon, Celebrini va sortir premier. Ouais. Bon. Admettons que le 2, 3, 4 prennent chacun un défenseur, là, tu ramasses le deuxième meilleur attaquant. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Les besoins des clubs après Celebrini, c'est des défenseurs. Donc, le Canadien risque de se retrouver avec le deuxième meilleur attaquant de la QV en principe. Effectivement. Ce qui est quand même pas... pour ça, idéalement, 5, là, tu sais, idéalement, mais c'est sûr que 6, on va peut-être descendre au lieu du deuxième, le troisième meilleur attaquant. Effectivement, l'année passée, ça a sûrement changé les plans de l'organisation, parce que là, où t'étais, les joueurs que tu visais, Carlson... Ça veut pas dire qu'ils ont passé de reculer aussi, là. Peut-être essayé, t'es rendu là, il faut se lever, là. T'as plus le choix, c'est ça. Mais ça, on l'a vu, drafter avec les besoins. Là, tu demandes à Carey de l'annoncer, puis c'est pas partout. Ça savait pas c'était qui. Après-lui, mais repêcher avec les besoins, moi, je pense que dans le top 5, moi, je pense qu'il va être le meilleur joueur. On l'a vu ce que ça fait, là, l'année de KK puis de Tkachuk, là. Ça prenait le centre. Le Canadien, ça prend un centre. Mais là, le centre, là, il est plus proche de la Ligue américaine qu'il est proche de la Ligue nationale. Prends le meilleur hockey IQ. C'est ça. Moi, je prendrais le meilleur attaquant parce que... Oui, mais tu le prendrais-tu Tkachuk dans ton club? Oui, c'est ça. Dans ton noyau que tu as actuellement? Moi, je me condamne pas à prendre un centre. C'est ça que je veux dire parce que, on l'a dit, on en a 2. Puis New York, on pourrait le vivre avec New York comme troisième centre. Ou deuxième allié gauche. Ou Evans qui est là, qui peut... Là, si tu vas chercher un autre ailier de premier plan, là, ça vient compléter ton top 6. De toute façon. Là. C'est ce que Absolument. Je pense. Ouais. Puis, tu sais... Oui. Non, je te laisse aller. Si tu veux compléter là-dessus, il me reste un point. Oui, vas-y. Vas-y pour ton... Non, j'avais pas d'autre chose pour le repêchage. Gallagher vient de scorer, gars, 4-1. Lequel? Ah bon. Il y a toujours de la place pour des bons joueurs. Oui, effectivement. Ils tasseront Jake Evans, puis ils mettront exact. J'ai le dernier point. La stratégie pour l'été de Hughes et Gorton. Où est-ce que je veux vous amener là-dessus? OK? Là, ça commence à respirer au niveau... le cap va monter un petit peu. On a certains contrats qui ont pris fin. Est-ce que vous, si vous êtes Kent Hughes et Jeff Gorton, est-ce qu'on commence immédiatement cet été à être agressif au niveau des joueurs autonomes ou on tente encore d'y aller d'une autre saison, peut-être encore un petit peu mieux que cette année, mais s'organiser pour aller chercher encore un autre choix loterie l'an prochain, monter tranquillement notre affaire, purger nos derniers mauvais contrats des Dvorak. On parlait de Petrie qui est encore sur le cap et puis Jake Allen l'année prochaine, puis vraiment attendre à l'autre année avant de vraiment y aller avec agressif. Moi, je répondrais à ça que Kent Hughes semble pas friand de sortir le gros magot pour un joueur autonome. Non. J'ai l'impression qu'il croit pas en ça. Tu sais, on a vu qu'est-ce qu'il a fait avec Dak, qu'est-ce qu'il a fait pour aller chercher des transactions, des jeunes joueurs talentueux, prometteurs, des choix de première ronde en plus. Dans là, on en a en main, là, des choix de première ronde supplémentaires. C'est sûr que ce ne sera jamais un problème d'avoir trop de défenseurs puis tu les laisses se développer puis après ça, tu regardes c'est lesquels les meilleurs. Mais tu as quand même une monnaie d'échange là-dedans. Puis tu as des choix aussi que tu peux monnayer. Tu as beaucoup de choix de 2, tu as des choix de 3. Même de 1. Même de 1, là. Tu sais, comme tu parlais d'un New York, là, ou d'un... Moi, j'en ferais ce change-là le même matin. Dans le même genre d'échange, j'allais chercher une certaine profondeur. Tu sais, est-ce que le Canadien est à 2 joueurs de gagner la Coupe Stanley? Mais... Parce que, tu sais, des joueurs autonomes, là... Moi, il y a une chose, les gars, qu'il faut absolument que l'organisation fasse, là. Quand tu regardes cette équipe-là, c'est sûr qu'il y a des trous sur la 3, mettons. Là, on s'entend que les 2 premières lignes... Avec un Dak en santé, maintenant. Tu as même un roi qui peut peut-être rentrer sur la 2, on le sait pas, tu sais. Mais c'est la 4 là, qui fait. Tu as un vrai bon club là, qui rentre dans les playoffs quand ta 4 là, est capable de virer la game de bord.
avec de l'intensité, marquer un but de temps en temps. Tu regardes des clubs... Comme les Stars. Tu regardes la carte de Vegas, puis tu regardes la carte du Canadien, t'es loin. Tu peux pas mettre n'importe quoi sur la carte. Lionen, il n'y a pas d'affaire sur la carte. C'est un joueur de talent, pas en play-off. Pezzetta, moi, je suis plus capable. C'est un peu ça aussi, tu sais. Tes besoins sont où? Les joueurs autonomes... Tu dis, on va signer un joueur autonome, mais c'est qui? Non, mais mettons, Jonathan Marchessault, exemple. On parle de Jonathan Marchessault. Il joue pas ça à 4. Marchessault, il va jouer ça à 2, là. Moi, je le prendrais ça à 2, là. Admettons, là, tu fais... Dak, Marchessault, Newhook, t'as un deuxième trio là, assez potentiel. C'est intéressant, là. Là, tu te ramasses à 3, exemple, avec Evans, Harvey Pinard, puis Roy. Josh Anderson en meilleure condition. T'as tendance à l'oublier parce que t'as tendance à être on n'a pas le choix. Mais Josh Anderson, c'est le prototype de gars que tu vas en série quand même. Là, il a abandonné. Là. Ça, c'est clair. Mais tu peux-tu revenir dans des bonnes dispositions? Peut marquer parce que tout le monde disait faut le changer, faut le changer. Mais dans 2 ans, là, c'est ce gars-là que tu vas avoir besoin. Tu vas chercher des gars de même. Mais tu l'as dans ton line-up. C'est aussi bien de le garder. Moi, je pense qu'effectivement, sur une 3, comme tu dis, on l'a, il est là. Fait que sur une 3, il fait pas si mal. Il fait mal quand tu en avais besoin pour chercher une place sur la 1 ou sur la 2. Il paraît mal à cause de son manque d'intensité. Là, depuis 2 mois, il ne joue plus, il ne travaille plus. Mais dans les séries, quand l'enjeu va être là, moi, je ne suis pas inquiète que des joueurs autonomes là, pour la 4. Parce que ça marche pas. Mais pour revenir à ta question du départ, Jeff, je pense que tant que les partisans... Vous avez-tu vu ben du chiolage, toi, même son père? Il y en a, mais des journalistes plus que des partisans. Les journalistes, là, sont écœurés de perdre aussi. Les anciens journalistes. Mais je pense que les partisans, les gars, ont confiance à l'organisation. Je pense qu'on a de la crédibilité maintenant. Là. On est loin de Marc Bergevin puis sa gang. Là. On est avec des gars qu'on voit qui sont droits, qui connaissent ça. On a un bon coach, puis il y a du monde dans les strates. Même si on voit des fois des bandes libres, là, c'est tout vendu pareil, les gars. Donc, tant qu'on va avoir confiance, tant que les partisans vont être là, on va tenter, on va essayer je cherche le mot, de retarder un peu, puis d'avoir l'équipe en place, puis d'avoir qu'est-ce que le plan de Gorton puis de Hughes veut. Le plan semble clair, puis je pense que les gens comprennent. Les gens l'ont acheté maintenant. C'est jamais nécessairement une bonne idée là, de déroger du plan. Exact. Regarde Ottawa l'année passée, signe 2-3 gars. Puis Détroit, au mois de décembre. Détroit, les années qui ont signé des gars, ça a été ils viennent de... Tu sais, Détroit, là, il était parti pour une reconstruction qui a commencé à marcher. On commence à avoir des Raymond, des Maurice Seider. On commence à voir. Puis là, ils s'en vont signer un paquet de gars pour finir 8. Ben là, probablement qu'ils ne feront même pas les playoffs. Puis là, t'es loin au repêchage, tu repêches plus loin. Fait que tu refinis à peu près aux mêmes places. Au lieu d'être patient, parce que ça se monte pas du jour au lendemain. On le voit, comment c'est compliqué. Hey, les gars, merci pour vos commentaires. On va aller à la pause. Tout de suite après, on termine notre bloc LNH en général avec certains éléments. De retour, podcast par la bande dans quelques instants. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande pour notre dernier bloc de notre émission de ce soir, en compagnie toujours de Marc Hood, de Luc Boudreau et d'Evan Sidley. Messieurs, nous allons maintenant parler de la Ligue nationale de hockey, encore une fois, mais pas du Canadien. On a fait le tour tout à l'heure du reste de la saison qui s'achève dans les 4 prochains jours. Ça se termine jeudi. Mais on a déjà une bonne idée de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. On le verra en série. Mais je veux tout d'abord vous demander au niveau... On a eu cette année des performances individuelles hors normes. Un Kucherov qui va atteindre
140 points. McKinnon. McDavid qui a manqué des matchs, puis qui, en début de saison, qui marchait pas. Tout le monde demandait qu'est-ce qui se passe avec McDavid. Il s'est mis à faire à peu près 3 points par match. Tu vas avoir 10 marqueurs de 100 points. 10 marqueurs de 100 points. Un marqueur qui va avoir 100 passes. 2 qui va avoir 100 passes. Ça fait que, oui, 2. Austin Matthews qui a 68 buts actuellement. Non, 69. 69, désolé. C'est vrai qu'il a scoré un autre hier de plus. Écoute, c'est tout impressionnant. McKinnon qui en a plus que 50. Si je te demande, toi, Marco, c'est quoi qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est l'offensive. Écoute, on a tout un spectacle. Là. Oui. C'est bizarre parce qu'on dit que les gardiens s'améliorent tout le temps. Puis les gardiens continuent de s'améliorer. Il n'y a plus un gardien qui arrive dans ce ligue-là en bas de 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis il se marque autant de buts pareil. Tu sais, c'est le fan qui en profite. C'est probablement, tu sais, c'est le jeu en avantage numérique là, qui s'améliore tout le temps, qui se peaufine. Là, les skills des gars aussi. Les habiletés. Mais on voit plus des saisons là, à la Dominique Hachek et à la Martin Brodeur. Là, des saisons à 1,50 puis des 945, 50 l'équipement rapetissé aussi, les gars, là, on va se le dire. Les tout-pat slides et le style Podos, on le voit plus. Mais à cette époque-là, Jeff, là, ça accrochait beaucoup aussi. Puis là, ça jouait à trappe puis ça accrochait. Ce que tu peux plus faire. Fait que vitesse puis habileté. C'est ça maintenant, on mise sur la vitesse. Là. C'est veut pas. Ça va produire plus d'attaques aussi, là, parce que tu arrives en zone en vitesse. Une petite erreur, le gars est passé, c'est fini. Puis tu sais, c'est clairement ce qu'on a identifié pour vendre, là. T'as pas le choix. Québec à New York, on vend de la bagarre, là, présentement, mais tu sais, c'est à travers la ligue. Quand tu vois les points, tu sais, c'est ça, c'est une bonne équipe en plus, là. Fait que c'est clairement ça que la tangente que les gouverneurs ont pris. On voit beaucoup d'échappées dans les matchs. C'est des chances de marquer. Des choses qu'on voyait pas. Énormément de chances de marquer. Effectivement. On demande aux défenseurs de s'impliquer aussi dans le jeu, là. Tu sais, fait que t'as tout le temps une deuxième vague, ce qu'on faisait peut-être un peu moins avant. Les défenseurs étaient moins mobiles, moins habiles, fait que les défenseurs restaient en arrière. On travaillait peut-être un peu plus en 2 vagues, alors que là, les défenseurs rentrent dans le jeu, puis t'as tout le temps une deuxième vague. Moi, c'est le nom que j'avais sorti, c'est Quinn Hughes, comme révélation de la saison. J'ai l'impression que c'est un gars, tu sais, que c'était, oui, un bon défenseur, mais que c'était pas un gars transcendant. Mais cette année, il est transcendant. Il est rendu à combien de points, Quinn Hughes? Il est là dans les marqueurs en bas. Il est 10e marqueur de la Ligue, je pense. 10e pointeur de la Ligue, un défenseur. Il a 17 buts, 74 passes, 91 points. Il est à peu près 15e. Là. On a vu des yo aussi. Juste Moi, j'aime beaucoup comme statistique qui est quand même drôle, c'est Kucherov qui est plus 10 à 141 points. Je pense que ça, c'est un exploit aussi, plus 10 à 141 points. C'est ça. Faut que tu en marques beaucoup en avantage numérique. Il faut que tu t'en fasses compter pas mal à 55. Que dire de la saison de Crosby, les gars? Encore 90 points. 45 buts? 41 buts. C'est 90 beaucoup de marqueurs de 30 buts, 40 buts, 45 buts. C'est... Non, je pense que Matthews qui est en train d'accomplir, par exemple, 70 buts. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Pas vu ça depuis Teemu Selanne puis Mogilny. C'est un exploit. Là, votre MVP? C'est ça, c'est tellement difficile. C'est pige dans le lac. Écoute, mais si Pittsburgh fait une série, ça peut être Crosby? J'ai un de mes collègues de bureau qui me l'a demandé. Je n'irai pas jusque-là. Écoute, moi, vous allez encore me dire, Jeff... tu trop c'est McDavid, c'est sûr. J'irai avec McDavid, je vais vous expliquer pourquoi. OK? Cette équipe-là, au début de l'année, c'était... Tout le monde se moquait de « Ah, encore les Oilers, ça vaut rien, puis ça paye... ils feront pas une série, puis là, au Thanksgiving, là, ils ont pas assez de points, puis ils font... » Quand ils ont changé de coach, là, tout le monde disait « Ah, ben là, encore McDavid qui va choisir son coach. » Hey, ils ont-tu clenché? C'est la meilleure équipe du hockey depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Je présume que quand tu as un gars comme McDavid dans ton alignement puis tu songes à congédier le coach, tu en parles. Ben, j'espère. Fait que il y a de la pression, le gars, le matin, quand il dit oui. Je mets mon sou sur ce gars-là, c'est notre homme. Peut-être lui qui a demandé aussi. C'est un de ses anciens coachs. Tu sais, les gars, là. C'est un de ses anciens coachs, en plus. Les gars, vous avez tous coaché, là. Moi, j'ai coaché cette année, là. Puis, moi, non, mais vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Tu sais, ton meilleur joueur, t'as un joueur, là. T'as un meilleur joueur. Puis quand ton meilleur joueur est aussi, souvent, c'est ton plus travaillant, puis c'est le gars qui est là, puis qui travaille... Tu l'espères. Ben, souvent, c'est ça, OK? Ben, moi, là, quand je le débarquais du jeu, là, ben, des fois, j'allais le voir, puis je disais une chose, un match, j'ai besoin de lui. Quand t'es prêt, tu me le dis. Là, il dit, parfait, Jeff.
Puis là, quand il a pris son jeu, puis il est prêt, il dit c'est beau, parfait. Moi, je l'embarque quand je vais y en donner parce que je sais. Tu sais, vous le savez. Ça dépend quel âge tu coaches, là. Oui, c'est ça, exactement. Non, on s'entend. Mais tu sais. T'as pas le choix de le considérer dans tes décisions, dans ta façon d'amener les choses, là. Est-ce que ça veut dire que je tolérais? Non, c'est pas ça, un comportement qui n'a pas ça. Non. Mais tu sais, le gars, il est toujours là, il travaille toujours. Alors moi, j'ai pas de problème à ce qu'on implique là, d'une certaine façon, sans dire qu'il run l'équipe, là, comme LeBron James avec les Lakers. Là, c'est pas ça. Là. Fait que ça revient à dire que, une fois que tu fais le ménage, là, il y avait de la pression. On s'en était parlé, Jeff, quand l'entraîneur était congédié, puis on faisait juste regarder la fiche que ça lui prenait. Là. Oui. Je pense qu'il avait le droit de perdre 15 des 50 dernières. Oui, c'est une affaire du genre. Là. Surtout dans l'Ouest. Ça n'a pas été si long que ça, qui était dans le portrait des séries. Puis, juste pour finir sur McDavid, là, Zach Hyman, 48, 49 buts. Non, 54. On retournait voir. C'est ça. On retournait voir. C'est là, Marco. Marco, il est prêt. Non, Hyman, il est pas dans la première page. Il n'y a pas beaucoup de passes, Zach Hyman, parce qu'il fallait scorer des buts sur des passes de McDavid. Mais c'est ça mon point, je veux dire. Zach Hyman a scoré plus que 50 buts cette année grâce à McDavid. Je pense que la discussion peut finir là. Mais par contre, Zach Hyman, il a une faculté. Il est capable de suivre. Oui, il est capable de suivre parce qu'à Toronto, là, quand ce gars-là est parti de Toronto, ça n'a jamais pu être en même équipe. C'est pas facile de jouer nécessairement avec des joueurs comme des Crosby puis des McDavid, de les suivre puis de compléter ses jeux. On a essayé combien de gars avec Crosby que ça n'a pas fonctionné. Le gars qui produisait, on l'a échangé. Effectivement. Le Bunting va bien depuis qu'il est arrivé là. Mais c'est vrai que c'est pas tous les gars qui peuvent jouer avec des super vedettes. Hyman, il l'a fait, mais ça reste que, tu sais, enlève Hyman de cette équation-là. Dave a raison, là. On sentait que ça prenait un gars très rapide pour aller au net. Il y a les qualités, là, je vais y donner. Puis moi, Zach Hyman, c'est un gars que j'aime. Je l'aime à Toronto. Je trouvais qu'il amenait quelque chose aux Leafs, effectivement. Puis on a changé un peu le casting à Toronto, mais je pense que Edmonton est meilleur avec Zach Hyman que sans Zach Hyman, là. Mais c'est quand même pas un gars de 55 buts d'une saison. 53 buts, 22 passes. C'est ça. Excellent. Merci, Luc. C'est ce que ça veut dire. Les gars, j'ai pris une note ici. On va parler de Toronto. Les séries dans l'Est. Okay. Bon, là, les affrontements ne sont pas tous connus, mais on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va, parce que là, c'est sûr qu'il y a une lutte contre les Islanders, c'est pas mal réglé, vont être là. Et là, on dirait qu'il n'y a personne va à la 8e place. C'est Détroit qui est en train de perdre ce soir. Il y a une lutte entre Détroit, Washington, Philadelphie et Pittsburgh. Puis tout le monde trouve le moyen d'échapper des matchs. Philly, ils n'ont rien qu'un match à jouer. C'est ça. C'est parce que moi, je pense que c'est parce que c'est 4 mauvais affaires. Là. Je pense qu'il manque une équipe de qualité dans l'Est. Il faudrait rentrer un club de l'Ouest. Effectivement. Plus de qualité. Oui, parce que tu vas avoir un club là-dedans qui va faire les playoffs qui fera probablement même pas 90 points. Parce que Washington, en plus, a un différentiel à peine mieux que celui du Canadien. Le but pour, but contre, c'est incroyable. C'est affreux. Là. Les Flyers, on les a vus l'autre jour. C'est pas juste parce qu'ils ont perdu, mais ils n'ont pas d'affaires là. Ils sont fait planter par contre les Rangers, ça va être une boucherie. Exactement. Peu importe le club. Moi, la série qui m'intéresse dans l'Est, les gars, qui est confirmée, confirmée à mort d'une surprise de dernière minute, ça va être la Floride contre Toronto, encore une fois. Avec Dave, la fin de saison des Panthers, malgré que là, ça se replace un petit peu, est-ce que tu penses que les Leafs vont être capables, cette fois-ci, de prendre leur revanche contre les Panthers, ou vraiment les Panthers, là, qui est une équipe là, bâtie pour les séries? Non. Non, tu penses pas. J'aurais dit oui il y a une semaine. Le We Won Florida va encore mal vieillir. Hein. Je regarde les deux équipes, honnêtement, tu sais, les Panthers m'allument. Il me semble que, je sais pas, Toronto. Il y a tout dans cette équipe-là. Il me semble qu'il manque un petit quelque chose, mais tu sais, la Floride, là, c'est vraiment un club bâti pour les séries. Là. Tu regardes, là, en avant, en arrière, les block shots qui vont prendre en avant, ils ont un bon gardien. Parce que Toronto, jusqu'à preuve du contraire, ont pas. Moi, Toronto va devoir passer non seulement la Floride, mais gagner contre le gagnant de Boston là, après, là, pour me prouver que c'est une équipe qui aspire au grand honneur. Parce que moi, j'ai zéro confiance. Je pense que Toronto, jusqu'aux dernières nouvelles, moi, je pense que c'est une superbe équipe de saison. C'est une équipe spectaculaire, mais c'est pas une équipe bâtie pour les séries, puis il va falloir changer le casting à Toronto. Surtout, moi, je pense surtout c'est qu'ils sont moins forts qu'avant.
Toronto a perdu beaucoup de joueurs, des joueurs de soutien qu'il y avait, quelques défenseurs, puis les gardiens, c'est la même chose, mais ils sont moins bons qu'ils étaient comme là. Regardez ton top 6, mais exact. Non, c'est même pas c'est qui le gardien numéro 1 à Toronto. Non. C'est même pas c'est qui. Ça fait des années qu'on ne sait pas c'est qui. Ouais. Mais là, c'est qui qui va gauler? C'est qui qui va gauler? Ça va Samsonov. Samsonov? T'es sûr que ça sera pas White? C'est pas sûr. On va piger. C'est pas sûr. On va y aller avec un. Ils ont gaulé quand ils sont venus jouer contre Montréal, Samsonov. Il dit, crime, c'est lui qui goal la game 1 contre un playoff. Ouf, ça sera pas facile. Non, effectivement. Effectivement. Tu sais, puis si je pense dans un 4-7, à un moment donné, ça vient que ça te rattrape, là. Tu sais, c'est juste au niveau des gardiens de but, je pense que Matt Bobrovsky. Un match est une chose. Sur un 4-7, puis je pense que Toronto serait beaucoup mieux équipé qu'il l'est présentement. Rapidement, pour l'Est, je vous demande votre équipe favorite pour la conférence de l'Est. Vous commencez peut-être par Marco. Bon, je vais y aller avec les Rangers. Les Rangers? Ah, oui. Malgré leur manque de succès dans les éliminatoires dans les dernières années, ça t'inquiète. Ils ont une grosse équipe. Oui, puis à un moment donné, avec Shesterkin dans le filet, ça devrait lever une année. C'est ce qu'il faut, oui, c'est ça. Effectivement. Ils ont bien travaillé là, du côté des ils sont pas bien, pour amener cette équipe. Tu sais, je veux dire, ça serait Floride, je serais pas surpris. Ils ont bâti rapidement aussi. Boston, je suis surpris de voir Boston là. Moi, je pense pas que Boston... Je suis surpris de voir Boston là, encore sans Bergeron cette année. Mais Boston, c'est ça, c'est qu'en série, je pense... Là, c'est là qu'on va le sentir, peut-être la perte de Bergeron. Oui, peut-être. Sur les mises en jeu. Puis, vraiment un gars fiable dans certaines situations. T'sais, ça n'a pas passé, il était là l'an passé. On va voir. Effectivement. Luc, les Rangers aussi? Oui. Toi, Dave? J'ai goût de dire Caroline. OK. Oh, je pense que c'est une équipe qui est bien bâtie pour les séries, je pense, la Caroline. Moi, je vais vous il était pas tellement loin l'année passée, là, son À un moment donné, ça va arriver. Moi, je vais vous surprendre, les gars, mais je suis pas content de ce que je vais dire parce que c'est pas une équipe que j'aime. Dis-le pas. Mais je pense que le Lightning va sortir de l'Est, les gars. J'ai pas la dit fin les de la Islanders, saison. Jeff. Il va dire les Islanders. Non, je dirais pas les Islanders. Vasilevski va bien. Il n'a pas joué au début de l'année. Ça lui a permis de se mettre dans le game tranquillement. Je pense que le Lightning, malgré la perte de Sergachev, grosse fin de saison, je vais revenir à ce que je disais au début de l'émission. Moi, y aller avec ça, mais sans grande confiance. Maintenant, les gars, on passe dans l'Ouest. Il nous reste quelques minutes. Là, dans l'Ouest, là, écoute, à chaque année, je me dis, hey, on va avoir des grosses séries, mais là, dans l'Ouest, cette année, ça va être incroyable. Ça va être malade. Écoute, la division, Marco, tantôt, quand on parlait de Dallas, Colorado, Winnipeg, hier avant-hier, Winnipeg qui s'en va battre le Colorado 7-0. J'étais inquiet pour l'Avalanche, moi, dans cette division-là. Les Jets sont une belle équipe. Les Stars aussi. Les Jets sont une très belle équipe. Les Stars aussi. Les Canucks aussi. Oui. Les Oilers. Vegas. Je te fais des billets. On va faire des billets, on va piger. Je pense qu'il y a 3 séries. On a déjà vu ça faire des billets. Mais pour vrai, là, on disait, tu connais le hockey, là, on tire à 25 cents, ça tombe 3 fois sur face. Les Jets, Vegas, puis... je sais pas, chien, on va faire comme tu l'as, puis tu dis, hey, crème, je connais ça, le hockey, moi. Là, on va faire comme les remparts, on va mettre le chien là, qui va aller choisir l'équipe. Ah non, écoute, dans l'Ouest. Ah non, c'est même Nashville, honnêtement, je pense qu'il va donner une série avant. Ben oui. Effectivement. Los Angeles. Moi, l'année passée, honnêtement, je voyais Vegas dans ma soupe, là, j'étais le seul qui a mis Vegas jusqu'à la fin, puis j'ai remboursé. Je pense, puis c'était pas un 25 cents. Là, c'était 55 cents. Mais je trouvais que c'était une question de temps, eux autres, avant qu'ils gagnent. Puis je l'aurais fait jusqu'à temps qu'ils gagnent, là, c'est fait. Là, peut-être ça va être la Caroline. Mais qui va sortir de l'Ouest, honnêtement? J'ai aucune idée. Même des premières rondes, je suis pas capable de te dire. Ben, une équipe à 100 millions. Une équipe à 100 millions de masse. Marco, devance pas mon point. C'est Vegas. Dans Las Vegas, ça n'est passé. On n'a pas ça s'est fini en 6, ça a été une série. Oui, c'était une série ultra serrée, Vegas Stars l'année passée. C'est sûr. Les Stars, ils ont tout ce qu'il faut cette année. Les Vegas, ils n'ont pas perdu tant que ça, là, quand tu regardes ça. Une saison décevante. Mais c'est pas une grosse. C'est ça. Écoute, moi, j'y vais encore avec les Oilers. J'ai pas le choix. Tu vas être encore dessus, mon Jeff. Oui, mais. À un moment donné, tu vas l'avoir. On va l'avoir. Martèle le clou, ouais. Non, mais j'aime les Oilers cette année. Il y a seul point, c'est encore. Mais là, Skinner m'a fait mentir un petit peu cette année. Je l'ai détesté l'année passée dans les séries. Je le considère. Moi, je pense que les Oilers, l'année passée dans les séries, c'est une équipe incroyable, mais qui a été gaulée tout croche. Puis c'est ce qui les a coulés.
Puis j'avais pas confiance en Skinner, mais cette année, je trouverais de dire qu'il fait quand même bien le travail. Est-ce que j'ai confiance qu'il va faire mieux en série? Non. Faut juste qu'il score assez pour gagner, mais écoute, il faut se mouiller. Je vois avec les Oilers comme de tu mon dis, côté. je vais t'en reprendre là-dessus. Oui. Il faut qu'il score assez. Oui. Moi, je pense que c'est le contraire. Faut qu'il en donne. Non, c'est parce que je sais qu'il va en donner. Pour pas perdre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas un club qui est bâti pour gagner 2-1 puis d'insérer. Faut que ton goaler arrête le dernier shot de la série. Quand ça vient crunchy Game 5, 6, 7, faut que t'en gagnes une 2-1. Puis je pense qu'Edmonton, c'est ce qu'ils sont pas capables de faire, gagner 2-1. Je reste avec ça quand même. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas jouer cette game-là. C'est ça, c'est pas une game qu'ils aiment jouer, j'ai l'impression. Vous autres, C'est un doute. tu te mouilles avec qui, Marco, toi, dans l'Ouest? Ah, dans l'Ouest? Rapidement. Non, je vais y aller avec les Oilers aussi. Les Oilers aussi. Luc? Je le souhaite. Je souhaite que ce soit un club canadien. Honnêtement, j'ai pas de préférence, puis je l'écoute pas assez dans l'Ouest pour vous dire. Je vais y aller avec toi, Jeff. J'écoute moins le hockey dans l'Ouest aussi. On va te supporter. Moi aussi, je vais y aller avec un club canadien, mais je vais y aller avec Vancouver. Excellent, yes. super. Hey, rapidement, il faut parler de le cap salarial qui ne s'applique pas en série. Écoute, on a eu des discussions là-dessus. Puis, je suis obligé de vous dire que moi, là... T'as changé d'idée? Non, j'ai pas changé d'idée. Moi, je suis d'accord avec Jeff. J'ai pas changé d'idée, mais je me suis rendu compte qu'on s'ostinait pas sur la bonne affaire. Parce que moi, il y a une affaire que je suis pas d'accord quand les gens critiquent, c'est dans la saison, quand on fait des transactions puis qu'on met un joueur comme exemple. On va parler tout le monde parle de Mark Stone. Bon, Mark Stone est blessé juste avant la date limite des transactions. On le met sur la liste des blessés à long terme. On va chercher Hertel. On le met, en tout cas, on réussit à rentrer des joueurs. Moi, ce que je dis dans ce cas-là, moi, je changerais pas ça parce que je dis que le joueur ne joue pas. Donc, Mark Stone ne joue pas. Parce que l'équipe qui joue respecte le plafond. Absolument. Ouais. Mais je suis obligé de dire que, par contre, je suis d'accord avec ceux qui disent que quand tu arrives en série, puis là, il n'y a plus aucune règle, tout le monde revient, c'est vrai que c'est pas correct. Moi, j'en ai une solution que je proposerais. Ça, c'est un espèce d'hybride entre les deux. Dites-moi ce que vous en pensez. Admettons que le cap salarial est à, cette année, c'est 83,5. Ouais. OK? Ouais. Ben, moi, ce que je ferais, c'est que j'arriverais en série, puis ce que l'équipe devrait faire, ce serait de respecter le cap hit qu'on appelle, pour arriver à 83,5, mais avec les 20 joueurs en uniforme. Tu peux avoir 26 joueurs dans ton alignement, mais les 20 qui jouent, faut pas que ça dépasse 83,5 de cap hit, entre guillemets. Ça serait ça, moi, que je... C'est déjà moins pire. C'est clair qu'il faut que ce soit quelque chose comme ça. Là. Exactement. Un genre de moyenne de leur saison. Ils ont joué à combien? Ils arrivent dans les séries. Tu joues avec la même masse. Comme au début de l'année, quand tu respectes le cap, le premier jour de la saison. Absolument. C'est ce que je ferais. Moi, je ne sais pas, honnêtement, si ça me fâche tant que ça. Tu sais, c'était Tampa Bay avant, là, c'est Vegas. Là. Mais Vegas, ils ont joué sans Stone toute l'année pareil. Là. Mais là, puis ils font une série sur la fesse. Là. Ouais. À quelque part, ça vient qu'un coup là, de faire cette opération-là. Oui, ils vont être dans les séries. C'est sûr que ça vient avec un coup, parce que pour rentrer Mark Stone, il faut que tu en sortes un. Il y a des équipes, pour rentrer Hertel, il faut que tu en sortes un. Il y a des équipes qui l'ont fait puis qui n'ont probablement pas fait les séries puis ça n'a pas paru. Ça vient quelque part avec un coup, mais effectivement, comme Jeff l'a dit, oui, tu y vas avec, comme dans la NFL, c'est les 53 premiers salariés, mais il faut que tu sois cap compliant avec ça. C'est les 53 gars plus hauts qui comptent sur ta masse salariale. Ça pourrait être ça peut être quelque chose d'hybride comme ça, mais dire que tu peux pas, tous les clubs, de toute façon, si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Là. Ils contournent tout. Là. Ils contournent tout sur quelque chose. Puis... C'est pour ça que je suis en train de décrocher. C'est ça. Puis c'est probablement mon dernier segment. Là, je te dis juste ça parce que tu vas pogner mal à la tête. Non, j'ai plein d'autres choses à faire dans mes temps libres. Je le fais même pas. Puis, là, on va te faire décrocher d'aplomb. Moi, Jeff, quand je regardais le hockey dans le temps, j'avais pas besoin de PDF de la convention collective puis de ma calculatrice scientifique pour calculer le plafond salarial. Moi, je m'assois et je veux un spectacle de hockey. Écoute, il y en a un spectacle. Il y en a un. Il y en a un, mais il y a des choses qui deviennent irritantes. Oui. Ben, d'ailleurs, je veux terminer rapidement là-dessus, Marco, le dernier point pour te faire décrocher bien comme il faut. Les coyotes, les fameux coyotes, enfin... Ils vont tuer déménager, moi. Écoute, c'est pas mal fait, là. C'est fait. Mais le pire, c'est qu'ils vont y déménager puis ils vont y ramener. parce que le contrat de TV, ils tiennent puis ils vont. C'est un contrat de TV-là, je sais pas comment ça le donne, mais à un moment donné. C'est sûr, les gars, ça va être off, je ferme la TV. Il y a deux conditions. Si les Coyotes restent en Arizona,
Puis si Atlanta revient, je ferme la TV, c'est fini. Atlanta, ça n'a aucun bon sens. Mais en tout cas, écoute, on verra. Il reste seulement une minute, on va conclure là-dessus, mais les Coyotes s'en vont, écoute, à toute fin pratique en Salt Lake City, de toute évidence. Comme ça aurait dû être fait depuis oui, exactement. Mais là, je pense que le dernier projet bidon, à un moment donné, même Gary Bettman n'était plus capable. Je comprends qu'il cherche encore un terrain. OK, je pensais que c'était réglé le terrain. Non, c'est encore un affaire de 4 ans. Puis le maire de là-bas, c'est à North Phoenix, tu te rappelles, Dave, on avait dormi là quand on était allé aux Cars de la NFL. Il veut rien savoir. Il veut même pas les avoir. Donc, personne n'y veut. Ils les ont jamais voulu. Non, ils les ont jamais voulu. Hey, les gars, merci beaucoup. Ça a été une excellente émission. Merci à Dave Hensley. Merci à toute l'équipe. René, Martin, Thomas, Xavier. Là-dessus, on se quitte. Les sacs, bonne semaine au sac. Bonne semaine au sac, au marquis. Merci à tout le monde à la maison. Et on se reparle dans 2 semaines. Podcast par la bande. Merci beaucoup. Ouais,